troisième table ronde de cette journée, se rétablir dans le monde. Nous passons maintenant, si on suit l'analogie des saisons, à l'été, un moment où maintenant qu'on a rencontré les autres, eh bien, on est encore plus tourné vers le monde, tourné vers les autres, tenté de soutenir le rétablissement des autres, soutenir le rétablissement de la société. Alors comment tout cela peut se passer, comment cela se produit, comment on utilise son imagination pour se rétablir et soutenir donc le rétablissement des autres, pourquoi pas de la société dans son ensemble. Pour en parler, j'accueille Christelle Tissot, suivie de Sandra Wyss, Natacha Guillet. Venez, installez-vous. Christelle, Sandra, Natacha Guillet, Camille Montaz et Gabriel Raskinet. Merci d'être là. Alors, quelques mots sur chacune d'entre vous, de gauche à droite. Gabriel Raskinet, vous êtes créateur de contenu sur la thématique des addictions, avec notamment un podcast qui marche très fort, qui s'appelle « Sortir de l'addiction ». Vous avez beaucoup de succès sur LinkedIn, c'est assez inattendu, mais vous pourrez nous en parler, parce qu'au départ, c'est un réseau professionnel, et parler des addictions sur un réseau professionnel, ça semble un pari fou. Eh bien, il y a énormément de réactions. Camille Montaz, vous êtes auteur de « Sortir de la dermatillomanie, c'est possible ». Et puis, vous êtes créatrice du média du même nom, Possible, sur la dermatillomanie. Natacha Guillet, vous êtes poète, slameuse, dessinatrice, blogueuse et puis père aidante en santé mentale. Sandra Wyss, vous êtes artiste, réalisatrice, thérapeute en système analytique créative, en CMP et puis en libéral. Et vous avez fondé l'association Ce que je vois, qui œuvre pour la sensibilisation aux violences intrafamiliales. Et enfin, Christelle Tissot, vous êtes la fondatrice de Musae, le média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Merci à vous cinq d'être ici pour cette troisième table ronde. Ravi de vous avoir. Et peut-être une de mes premières questions, c'est finalement quel objectif vous poursuivez dans ce que vous entreprenez? Quelle est la vocation des projets que vous menez? Qui a envie de prendre la parole peut-être en premier? Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Donc, par rapport à Musae, qui est effectivement un média qui s'exprime à travers des podcasts, une newsletter et des contenus éducatifs sur Insta et TikTok. En fait, c'est effectivement ce que vous avez dit, c'est de dédramatiser et démocratiser la santé mentale. Dédramatiser parce que jusqu'au moment du Covid, je pense que c'est un terme qui n'avait pas forcément bonne presse. Le terme santé mentale, on avait peur de l'utiliser, ou alors il était utilisé de manière stigmatisante, ou alors à la place, on utilisait le terme bien-être, qui était un peu plus confortable. Donc en fait, il y a première mission effectivement de rendre le sujet moins flippant, en fait, tout simplement, moins anxiogène et puis moins technique. Et moins technique, c'est aussi en le démocratisant, en parlant de santé mentale et en montrant que finalement, c'est aussi important que la santé physique, même que parfois c'est lié finalement. Et aussi de montrer en fait, qu'il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale. Et par rapport à Musae, comment on le fait, nous, c'est qu'on parle de santé mentale sans rentrer par la santé mentale. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais en fait, on parle de santé mentale à travers le sport, à travers la musique. Il y a une newsletter qui est sortie aujourd'hui sur la fête, d'ailleurs, dont on parle du podcast de Gabriel. Voilà, pour montrer que finalement la santé mentale, elle est partout, elle est dans nos têtes, elle est dans nos relations aux autres, elle est dans nos relations au travail, au monde aussi, avec l'engagement, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et puis même par rapport à l'éco-anxiété, voilà, montrer que finalement la santé mentale, elle est partout et que c'est pas si grave et qu'on a le droit d'en parler et que même que c'est bien d'en parler. Je prends l'exemple de... Je sais pas si on m'entend là. 1, 2, 1, 2. Oui. Je prends l'exemple d'articles que j'ai pu lire, notamment sur les artistes de stand-up, par exemple. Et là, il y a des enjeux, effectivement.
de santé mentale, les sportifs également. Alors, bon, si on prend l'exemple du stand-up, c'est assez manifeste parce que on vient de parler de Seul en scène avec Nathalie Barthes, mais dans les artistes de stand-up qui, a priori, n'ont pas forcément de troubles, mais il y a quand même tout un tas de... Enfin, on peut, hein, de toute façon, comme le disait ce matin Sophie Martinon, les chiffres, visiblement, sont bien en dessous de la réalité en termes de personnes touchées dans la population française et dans le monde aussi, très probablement, mais en tout cas, pour parler de la France. Donc, si on en revient là, par exemple, à l'exemple des comédiens de stand-up, si vous pouvez un petit peu illustrer, il y a quand même des choses, effectivement, qui sont très prégnantes. Oui, ça marche. Il y a deux choses, en fait. C'est de plus en plus prégnant parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, les gens se font de plus en plus diagnostiquer. Et donc, du coup, les gens osent en parler. Ça, c'est déjà la première chose dans le milieu du stand-up, comme dans la société de manière générale. Et après, par rapport au stand-up, il y a aussi le fait que depuis quelques années, le stand-up est devenu une scène aussi d'engagement. Pour parler de santé mentale, mais pas que. Pour parler d'inclusion sociale, pour parler de racisme, pour parler de féminisme. Donc il y a une nouvelle scène déjà stand-up qui fait que du coup les artistes vont plus facilement parler de sujets d'engagement. Et puis après, par rapport à la scène en soi, effectivement, il y a une notion de... souvent en stand-up, le truc le plus facile, entre guillemets, c'est de rire de soi. Et rire de soi, ça a forcément un impact sur sa santé mentale, sur son estime personnelle. Il y a aussi, c'est un milieu très concurrentiel aussi, où ça fonctionne quand même beaucoup maintenant au nombre d'abonnés sur Insta et sur TikTok, plus qu'à la prestation sur scène. C'est un milieu qui est plutôt macho aussi. Et puis, c'est un milieu où on se prend des bides. Et en fait, la réaction, elle est directe. C'est pas, en fait, tu fais une blague, ça ne fait pas rire. Effectivement, en termes de confiance, c'est très compliqué. Et puis après, il y a de plus en plus d'artistes qui ont un trouble et qui l'expriment et qui se servent de stand-up comme d'une catharsis. Il y a notamment une artiste belge qui s'appelle Florence Mendes, qui a un trouble du spectre autistique et qui fait son spectacle justement pour démocratiser, parce que finalement, l'humour, c'est aussi la chose la plus facile d'accès pour démocratiser un sujet. Gabriel, par exemple, c'est quoi l'objectif de se lancer dans la création de contenu, de podcasts, etc., de diffuser sur les réseaux sociaux c'est quoi l'objectif, votre objectif? Du coup, je pense que au fond de nous, on doit tous avoir une raison différente, mais c'est les outils dont on va se servir, où on va faire les choses de la même manière, finalement. Parce qu'il faut... dans mon cas, ou par exemple celui de Christelle ou celui de Camille, parce que c'est les trois que je connais déjà avant de démarrer ici, et je vais découvrir vos parcours aujourd'hui. Donc je parle pour nous en disant nous trois les parcours que je connais. On utilise en fait une compétence qu'on a acquise avant d'avoir cette envie de communiquer, au service d'une cause qui nous est chère, quoi. On mangeait à midi avec Camille, on échangeait sur un petit peu notre moteur et l'envie. Le pourquoi en fait on communiquait, pourquoi est-ce que on raconte notre histoire personnelle par exemple sur les réseaux sociaux, qu'on aborde des sujets aussi sensibles. Ça c'est parce que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, et c'est des combats qu'on commence déjà à avoir personnellement, des choses qu'on traverse et puis qu'on a envie d'étendre à notre sphère personnelle, et puis un jour il y a trop d'énergie, il faut la mettre autre part, quoi. Et nous les réseaux sociaux, c'est l'outil qui nous permet de mettre à l'échelle en fait ce combat. Camille? C'est ça, c'est bien, bien expliqué. Moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que je parle d'un trouble qui est très peu connu, qui s'appelle la dermatillomanie. Donc, je pense que si je devais demander à ceux qui connaissent de lever la main, il n'y en aurait pas beaucoup dans cette salle. Maintenant, je sais. Voilà, super. C'est un trouble anxieux qui touche la peau, où en fait, on va tout le temps se triturer la peau, soit du visage ou du corps. Qui est très difficile à vivre et qui est très méconnu. Et en fait, moi, j'en ai souffert pendant 15 ans, et toute la souffrance que j'ai ressentie pendant ces années d'incompréhension de soit l'entourage, même les professionnels de santé, je pense que c'est ça qui donne une force pour après en parler et essayer d'aider les autres. Parce que c'est un trouble qui est très peu connu, notamment des dermatologues, qui vont souvent confondre ça avec une affection cutanée. Donc, ils vont penser qu'il y a de l'acné ou qu'il y a des soucis de peau, alors que le problème, il est psychique.
Donc voilà, il y a des, entre guillemets, erreurs de diagnostic parce qu'on va orienter quelqu'un vers un traitement comme Roaccutane ou comme la pilule ou des antibiotiques, alors qu'en fait, souvent, il y a un travail à faire sur soi. Et en fait, moi, j'ai envie de faire gagner du temps aux personnes qui souffrent de ça, voilà, de mettre des mots sur des mots plus tôt et pouvoir engager un parcours de guérison qui est plus cohérent et qui dans lequel elles ont des résultats, surtout parce que c'est vrai que se battre pendant 10 ans avec un traitement médicamenteux alors que c'est pas adapté, c'est pas facile. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est ça qui m'a manqué et que du coup, j'essaie de donner aux autres aujourd'hui. Et je pense qu'on disait aussi ça à midi aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui s'investissent après avoir connu quelque chose de douloureux, elles le font aussi pour elles. Enfin, moi, en fait, tout ce que je dis aux gens sur les réseaux sociaux, je me le répète aussi à moi-même parce qu'un trouble, on le garde quand même en nous. Enfin voilà, aujourd'hui, je me sens guérie, mais je sais que c'est tout le temps sous contrôle. Et ouais, toutes les discussions que j'ai avec ces personnes qui sont atteintes, tout ce que je redis dans mes posts, dans mes stories, c'est des choses que je me martèle encore à moi-même et qui prennent d'autant plus de force parce qu'elles sont dites aux autres. Donc voilà. Je vais compléter sur ce que tu disais. Donc moi, je crée du contenu sur la thématique des addictions et je raconte non seulement mon parcours, mais j'invite aussi des anciens addicts ou des addicts. En fait, les mots sont pas corrects parce qu'on reste finalement addict toute sa vie, mais on va pratiquer ou l'abstinence ou réduire la consommation. Mais j'invite des gens qui sont concernés encore actuellement par la consommation ou pas. Et en fait, moi, le truc qui m'anime profondément, c'est de créer le contenu dont j'aurais eu besoin à l'époque où j'étais au fond du trou, quoi. Donc moi, j'ai arrêté de consommer de la cocaïne en mars 2019, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et à cette époque-là, j'ai trouvé personne. J'ai fait 3 psys qui n'étaient pas adaptés à ce que je vivais. J'étais pas conscient des aides sociales éventuelles qui pouvaient... auxquels je pouvais avoir accès. Et j'ai dû m'en sortir tout seul. Donc ça a été 4 années, en tout cas 2 années vraiment extrêmement compliquées à traverser. Et en fait, 4 ans après, je me suis dit, mais ça, il faut que tu le partages. Et donc moi, quand je crée du contenu, c'est ça que je rebondis là-dessus par rapport à toi, c'est que je fais le contenu que j'aurais aimé avoir à l'époque. Et donc forcément, ça peut que résonner, puisque en étant, c'est vraiment le concept de la pérédance pure en fait, mais à travers le contenu du podcast et qui à chaque fois sort du lot par rapport à des podcasts qui vont être sur la même thématique. Parce que ça va dans les détails, parce qu'on parle des choses sans tabou, parce que l'addiction a quand même une grosse partie émotionnelle. Et moi, c'est pour ça que, Yves, tu disais que j'avais été remarqué sur LinkedIn, parce que déjà, c'est un réseau professionnel, mais en dehors de ça, c'est difficile pour les gens d'écouter et de parler de la partie émotionnelle et psychologique d'une maladie, et qui est quand même souvent assez présente. Et moi, c'était important pour moi. J'ai compris très rapidement que mon addiction était liée à une partie traumatique, psychologique, etc. Et donc c'est ça que je veux retransmettre aux gens, parce que je pense que c'est à travers des déclics, des paroles des autres personnes et du témoignage que ça pourra les faire avancer, quoi. Merci Gabriel. Natacha, Sandra, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce qui vous anime, vous? Dans mon cas, je pense que ça reprend un peu tout le programme. En fait, dans les étapes, il y a vraiment au départ quelque chose de très primaire et vital, nécessaire en fait de créer depuis ma naissance en fait, et aussi de l'ordre de la survie après quand je rentre dans le parcours de soins psychiatriques. Et après, il y a vraiment aussi un outil de communication autre que la parole dans toutes les premières années de ma vie jusqu'à vers l'âge adulte. Ça a été des moyens d'être en lien avec les autres d'autres façons que dans la communication orale. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le moyen pour moi d'aborder les autres aussi à travers plein de supports de création. Et dans une étape un peu au-dessus, c'est vraiment aussi briser des tabous, parler de la psychiatrie, des parcours en soins et des sujets de la maladie et aussi des maltraitances, enfin des sujets qui, moi, m'ont concernée et m'ont beaucoup atteinte, en fait. Donc aussi de permettre de transmettre ça à d'autres usagers, patients, à travers des actions artistiques performatives, militantes, engagées, et en utilisant beaucoup l'intime aussi. Et vous, Sandra? Alors, c'est à moi. Alors, moi, comme vous avez dit, je suis artiste et réalisatrice, mais aujourd'hui aussi thérapeute.
Oui, c'est vrai. Et en écoutant tout ça depuis ce matin, je me dis, oui, l'art, la créativité, elle m'a sauvée. Voilà, de me tuer, de tuer quelqu'un, peut-être. Donc, je pense que jusqu'au jour que je suis devenue thérapeute, être artiste, ça m'a donné aussi le droit, quelque part, par cette sublimation de la société, de l'art, d'être écorché vive, d'être hystérique, voilà, de tout casser, de partir, de faire. Bon, c'est pas grave, c'est une artiste. Ils sont comme ça. Et petit à petit, on comprend que ça a été dit, hein, des artistes dans l'histoire de l'art, qu'ils avaient eux aussi leurs problématiques. On part des maladies, moi j'ai dit, bon, chacun son histoire, son vécu et ses problématiques. Moi, dans mon parcours, j'ai envie de dire aujourd'hui, en prenant beaucoup de recul et en ayant, j'ai fait un énorme travail sur moi, au-dessous de tous mes problématiques divers, mon diagnostic est violence intrafamiliale. Et aujourd'hui, je suis rassurée et je suis contente d'être ici un peu parmi vous pour prendre la parole et le dire. Je suis rassurée et contente de voir et de lire qu'il y a de plus en plus de recherches et d'études qui nous montrent en fait que la violence dans l'enfance peut accélérer la rentrée à la maladie. Pas que la maladie mentale, c'est peut-être celle qui on voit le plus et qu'on fait ce lien parce que du coup la société a peur, il a eu peur, et heureusement qu'il y a des jeunes avec cette énergie pour parler autrement de cette maladie, de ces maladies. Ce matin, on a entendu le mot trauma pour dire ah oui. Il y avait peut-être un trauma et de là quelque chose est sorti ou pas. Aujourd'hui, on sait que la violence dans l'enfance, même in utérus, peut accélérer et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi. Je ne sais pas s'il y a une différence ou pas. Je ne sais pas si je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui je suis comme ça? Est-ce que j'étais déjà avant comme ça? C'est toutes des questions aussi que les professionnels on se pose. Et aujourd'hui, en travaillant aussi en CMP avec des enfants, je vois de plus en plus aussi avec mes collègues, et notamment la chef des services en psychiatrie, pédopsychiatrie, voir des enfants arriver avec des diagnostics. Et quand on travaille en systémique, hein, c'est la thérapie de famille systémique, on convoque, on invite, on reçoit toute la famille. Et des fois, on se pose la question, est-ce que c'est réellement un trouble? Est-ce que cet enfant est vraiment turbulent? Ou est-ce que cet enfant amène toute sa famille pour qu'on voit qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel au sein de la famille? C'est pas pour alarmer, dans le sens à dire pas tous ceux qui ont des troubles diagnostiques ont vécu de la violence. C'est pour ça que c'est très délicat d'en parler aussi. Et que j'en ai fait mon sujet aussi tant que professionnel et dans ce projet dans lequel on fait des témoignages des personnes, je dis pas victimes, je dis personnes ayant vécu violence intrafamiliale, qui ont différents aussi troubles ou diagnostics, mais qui ont des vies normales, qui ont dépassé ça, mais en faisant face quand même à cet héritage. Parce qu'on n'hérite pas que la couleur des yeux ou de la peau, on hérite des comportements et on hérite aussi, on connaît aujourd'hui par l'épigénétique, même des gènes qui peuvent être modifiés. Et la violence, symptôme agressivité, elle s'hérite et elle c'est comme un cancer, elle va dans toute la famille, on peut dire des façons différentes. Donc pour moi c'est important de parler aussi de violence intrafamiliale, violence à l'école, au travail, comme des fois ce déclic pour entrer dans un mal-être qui peut aller plus loin des fois. Comment est-ce que vous travaillez? Enfin, alors, on a bien entendu le travail systémique avec la famille, mais avec les enfants et les adolescents, comment est-ce que vous travaillez, notamment en termes créatifs? On me dit au CMP, depuis que tu es là, il n'y a que des artistes. Ou moi, j'ai dit non. En fait, c'est que j'ai l'impression que j'ai la chance de travailler dans ces services en CMP où toute l'équipe est réellement engagée en ouverture. Une ouverture de voir aussi la maladie de façon différente, on va dire, et trouver des solutions
et s'adapter. J'ai envie de dire s'adapter. Donc la créativité nous permet ça. Je pense qu'on est tous créateurs, artistes, on a tous de la créativité, et aussi les professionnels. Les formations ne nous ouvrent pas des fois à cette créativité. C'est pour ça que moi j'ai choisi cette formation où mon premier formateur, Moni El Kaïm, a dit deviens le thérapeute que tu es avec ta créativité. Donc avec les enfants, c'est là où j'ai fait cette petite différence. Oui, c'est de l'art-thérapie, ça rassure quand on dit c'est l'art-thérapie, on le met dans une case. On parlait des cases ce matin. Moi, je reçois leur créativité. C'est-à-dire, là, je suis en train d'ouvrir un nouveau groupe qu'on appelait créativité libre. Bon, et je prépare avec ma collègue infirmière qui va me demander alors, qu'est-ce que tu veux qu'on amène, des ciseaux, des papiers ou autre. Je dis, en fait, ils vont venir avec ce qu'ils veulent et on va faire avec. Parce qu'on part de cette créativité qui nous aide quand on va pas bien. Donc, si on arrive en séance et on me dit, moi, tu vas faire ça, ou en fait, on va complètement me figer. Et je vais retourner à mon trauma et je vais retourner là où je suis pas bien. Voilà. Donc, moi, je prends leur créativité et là, c'est fabuleux. Parce que c'est des jeunes qui arrivent avec des écrits, des poèmes. Ce sont des artistes. Et moi, je leur dis, tu vas peut-être pas vivre de ton art, mais tu es un artiste jusqu'à la fin de ta vie. Et ceux qui sont dans les musées, ils ont la chance de trouver dans leur chemin et arriver au musée. Mais tu es autant artiste qu'eux. Voilà, c'est un peu ma colère des fois entre l'hôpital psychiatrique et la sublimation de certains artistes qui pourraient être, enfin, voilà, des deux côtés, hein, et on pourrait citer des exemples. Donc, on travaille avec leur créativité. Pourquoi ? Qu'est-ce que moi, ça m'a amené, moi, la créativité, déjà, dans ma toute petite enfance. Dans la créativité, la première chose, je rentre en transe, état modifié de conscience, c'est-à-dire que je m'oublie. J'oublie ce qu'il y a autour de moi, je peux oublier les cris, tout ce que j'ai vécu, et je vais pouvoir canaliser mon angoisse, mes peurs, mon envie de sauter par le balcon, mon envie d'aller consommer, mon envie d'exploser en colère. Donc la créativité, chacun la sienne, hein. Ça peut être faire de la cuisine aussi, hein. Des fois j'accompagne des familles où je vais demander à la mère, qu'est-ce que vous faites ? Je fais rien. Qu'est-ce que vous savez faire ? Et on creuse, j'aimais bien la couture. Allez, et voilà, c'est de la créativité, la couture, manger aussi, pourquoi pas, bien manger. Enfin, non, là je passe de coq à l'âne, je vais vous laisser la parole. Non, mais poursuivez, c'est... Créativité. Oui, la créativité, oui, effectivement, partout, et on va creuser. C'est rentrer en transe, d'un état modifié de conscience, donc apaisé. C'est le lien à l'autre aussi, parce qu'on va créer des choses, et dans les groupes des pères, je crois profondément travailler avec ces autres qui comprennent aussi, père aidant, père entre ces adolescents, et ils vont dire, ils peuvent pas dire avec des mots. Donc, ils vont le dessiner, ils vont l'écrire avec des poèmes. C'est pas la même chose. Avec des vidéos, avec des photos. Ils vont arriver, ils vont le montrer. On va dire, qu'est-ce qu'on voit, hein ? Ce que je vois. Qu'est-ce qu'on voit ? Et on voit la première chose, ce qu'il y a à plat. Et après, quoi d'autre ? Et l'autre va parler de ce que l'autre a mené. Et en fait, c'est comme dans une expo. On va parler de ce qu'il y a sur le mur, mais on parle de nous. Et petit à petit, ça va faire que les adolescents, ou pas adolescents, dans des familles aussi, ils vont pouvoir parler des choses que des fois on ne sait même pas qu'on sait, hein, parce que c'est transgénérationnel. Enfant, on a entendu des choses qu'après on nous a cachées, qui font des non-dits et qui vont créer du mal-être. Des fois, ça sort dans les dessins. Voilà. Merci. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on puisse, dans l'acte créatif, se retrouver en transe. Ça ne me surprend pas, mais je veux dire, c'est quand même... Et en même temps, dans l'addiction, qu'il s'agisse par exemple de dermatillomanie, de troubles du comportement alimentaire, comme nous l'a bien expliqué Nathalie tout à l'heure, ou dans n'importe quelle forme d'addiction, comme a pu nous le dire aussi Gabriel, on rentre aussi dans ces états de transe.
ou en tout cas on cherche à rendre, clairement quand on commence à se triturer la peau, on peut perdre la notion du temps. Donc, est-ce que finalement l'expression artistique, ce serait qu'est-ce que vous voyez dans cette analogie-là, le fait qu'il y a une recherche de se retrouver dans un état de transe à un moment de protection, à un moment où on est un peu dans une enveloppe? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ouais, vas-y, je peux te suivre. En fait, en effet, je pense que l'état de transe, c'est un état où on se coupe de la réalité. Et en fait, souvent, c'est ce qu'on recherche dans la forme que prennent nos addictions. Donc, dans mon cas, la dermatomanie, c'est une addiction. Donc, j'ai aussi souffert de troubles alimentaires, donc je connais bien le sujet. Et d'ailleurs, souvent, les deux sont liés. Comme disait la personne tout à l'heure, c'est des troubles de l'hypercontrôle. Enfin, voilà, ils fonctionnent pareil. Après, chacun choisit, entre guillemets, inconsciemment, un trouble plutôt qu'un autre. Mais en fait, pendant ces transes, on va complètement se couper de la réalité et c'est un peu comme si notre cerveau, il allait pouvoir processer des choses que sinon on ne prend pas vraiment le temps d'analyser parce qu'elles nous font peur ou parce que... Voilà. Et c'est comme si notre corps, il avait trouvé un endroit où il peut aller et il est coupé, il est inconscient, mais voilà, le cerveau travaille. Enfin, moi, pendant mes crises... qui pouvaient durer jusqu'à 4 heures dans la salle de bain sans voir le temps passer à triturer sa peau, en fait j'avais vraiment l'impression que mon cerveau pensait à plein de choses, que j'avais des stress qui remontaient et en fait après ces crises je me sentais bien, donc ça veut bien dire qu'il y avait un process, qu'il y avait quelque chose qui s'était apaisé. Et en fait, pour faire le lien avec le processus créatif, je pense que c'est la même chose. Enfin, quand on crée quelque chose, souvent, on ne sait pas où on va aller en commençant. Et c'est un peu comme si quelque chose était à l'œuvre, mais qu'on ne contrôle pas, et qui se met en branle un peu tout seul. Enfin, là, aujourd'hui, moi, je crée beaucoup pour le compte Instagram Possible où je parle de dermatomanie. Et sur ce compte, je crée des posts, etc. Et souvent, je ne sais pas comment dire les choses, mais ça s'impose un peu à moi. Et pendant que je crée mon post, je me sens aussi déconnectée de la réalité. Je me sens... Je sais pas, j'ai l'impression que je fais sortir quelque chose en moi, mais d'une autre manière. Et ouais, je pense que c'est ça qu'on recherche. Sauf que, pour le coup, créer, c'est sain et c'est pas destructeur, alors que notre trouble, il l'est. Et je trouve que passer de l'un à l'autre, c'est vraiment compliqué parce que c'est consciemment, on doit accepter et on doit vouloir se respecter et s'aimer. Et quand on n'a pas encore fait ce travail-là, souvent, naturellement, on va vers la forme destructrice. Et quand petit à petit, on arrive à introduire une forme un peu moins destructrice, au début, elle cohabite un peu les deux. Et puis après, on arrive à aller vers quasiment que le positif et c'est encore mieux. Si je peux faire le Bien lien, on parlait d'addiction et en fait, on n'arrête pas en addiction, on la remplace. Ça me fait faire le lien avec voilà, je pense aux scarifications, par exemple. Voilà, c'est faire du mal. Pareil, on ne l'arrête pas, on le remplace. Dans l'idée de la création. C'est-à-dire que pour moi, dans mon travail avec moi-même et aujourd'hui en accompagnant d'autres personnes, j'essaye de comprendre, c'est trouver quelque chose qui va nous faire du bien et la créativité peut être ce quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un adolescent qui raconte que moi j'ai pu avoir ces obsessions dans l'addiction ou comme ça peut être la scarification, c'est en faisant ça que je me sentais bien. Voilà, petit à petit, ça a été aller chercher quelque chose d'autre en mettant la même façon de le faire, c'est-à-dire avec des fois euphorie, des fois c'est mélancolique, terrible, mais pas dans la destruction, pas dans cette autodestruction. C'est quelque chose que à la fin, je fais un montage d'un film, d'une vidéo, et vraiment après, quand je m'arrête, je me dis mais c'est moi qui ai fait ça. Oui, j'ai à un moment donné, on est absent. Et quand on est des côtés des artistes, parce que j'en connais beaucoup et je partage aussi avec eux, on va parler de l'inspiration arrive et il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est pas que juste l'inspiration, c'est que on est en train de faire quelque chose dans lequel on va mettre toute notre énergie, obsession, tout ce travail, tout même le mécanisme de processer quelque chose que des fois c'est le trauma va être mis là-dedans et à la fin, ça nous a fait du bien. Et au lieu de se jeter sur quelque chose qui est destructeur pour nous, la créativité, c'est une option excellente.
Donc moi, j'accompagne dans ce sens-là parce que je l'ai vécu et je sais que ça fonctionne. Et des fois, après, c'est trouver l'outil. Hein, parce que ce matin, Camille, je pense que c'était qu'elle disait, il y a les stylos, c'est compliqué, comment faire. On peut toujours trouver des excuses parce qu'on n'a pas les outils. Et aujourd'hui, tous les petits outils, même le téléphone, on peut s'enregistrer si on a juste une pensée qui tourne en rond et on peut en faire une chanson. Hein. Le slam, voilà, ça vient des paroles aussi qui sortent de quelque part. Donc voilà, la créativité comme quelque chose un médicament, hein, presque. Et ça me fait penser à ce documentaire du dessinateur humoriste que vous avez réalisé, où on voit qu'il fait beaucoup de choses avec son téléphone. Ah oui. Ouais. Ah, vous avez vu ça? Ouais. Ah ben bravo. Je ne sais plus le nom de ce dessinateur extraordinaire. Patrick Pinter. Voilà. Parce que je collabore avec des dessinateurs de presse. Et oui, bien sûr, ce sont des artistes. Lui, dans l'occurrence, obsessionnel. Tous les matins, il se réveille, il écoute les news, il fait ses dessins. Si on enlève ça, il irait pas bien. Et oui, il utilise tous les petits outils pour construire. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose où avant, il fallait, pour faire un peu de l'art-thérapie ou de l'artistique, il faut les outils à l'ancienne. Non, il faut écouter les jeunes, les écrans, ça peut les sauver aussi. Hein, il faut fameux équilibre. Mais ils peuvent, avec rien, construire quelque chose qu'après ils amènent et ensemble, on construit une autre histoire. Oui, voilà, ça c'est les outils. Avec quoi on fait la créativité? Avec tout. Natacha, justement, vous créez avec peu de choses aussi. Alors, tout et rien. Racontez-nous. Avec le vide aussi, parce qu'il y a un moment donné de ma vie où j'avais aucun outil à disposition, donc c'était comment travailler l'imaginaire. Et après, il y a aussi le réemploi, la récup de tout ce qui peut traîner aussi, auquel les gens donnent peu de valeur, qui créativement va, pour moi, consister en des matériaux de création. Et pour revenir à cette histoire de trans, c'est vrai qu'il y a une nécessité de couper avec le réel aussi, du débordement. Enfin, moi, j'ai un fonctionnement qui est toujours dans l'excès, que ce soit émotionnel, d'activité, de relations avec les choses, avec les gens. Et le fait de se mettre dans cet état un peu de concentration, obsession, monomanie aussi dans l'art, et qu'on retrouve aussi dans les systèmes addictifs, en fait, qui me concernent également, de dépendance et d'impact sur le corps, sur l'esprit aussi. C'est toujours la frontière mince entre justement la passion, l'addiction, à quel moment c'est nocif, à quel moment ça attaque le corps. Mais c'est des moments de coupure avec le réel où effectivement on rentre dans une bulle, des fois aussi où on se mène aussi à bout comme une forme d'anesthésie. Il y a aussi ça, épuisement dans l'activité physique, dans la création, où on est déconnecté du temps et du monde social. Et donc c'est vraiment aussi espace refuge, mais espace autodestruction quand il y a ce mélange justement des troubles et de la passion, de la création. Christelle, vous aussi, vous vivez des moments de transe créative parce qu'en tout cas, vous avez une productivité impressionnante, vous aussi. C'est ma transe. C'est vrai. C'est ça. C'est bien ça. C'est une productivité de contenu. Ouais. Non, après, je pense qu'il faut faire la différence entre la transe et le flow. Où effectivement, la transe, ça peut être ce moment où on peut basculer dans ce qu'on vient de dire, soit dans l'obsessionnel ou dans la dépendance. Et dans tous les cas, effectivement, l'addiction vient soigner quelque chose qui s'est passé à un moment donné, un trauma, une violence dans la petite enfance, enfin voilà, une blessure quelle qu'elle soit. Et le flow, c'est quelque chose qui est plutôt bon pour la santé mentale. On parlait d'outils tout à l'heure en termes de créativité. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, alors les écrans, etc., les jeux vidéo, c'est mal pour la santé mentale. Pas forcément, en fait, c'est un outil. Typiquement, il y a des études qui ont été prouvées que les gamers, en jouant à Minecraft, arrivent à atteindre un niveau de flow. Et pour les gens qui sont atteints d'hyperactivité ou de TDAH, etc., ça peut effectivement aider à focaliser. En fait, donc la créativité, elle peut s'exprimer dans plein de choses. Et voilà, elle peut amener le flow et il faut juste trouver la fine ligne pour que ça reste bon, effectivement, et serein pour la santé mentale. Après, moi, me concernant, oui, c'est sûr que
je suis aussi quelqu'un de très impulsif et aussi addict quelque part je l'ai été effectivement à une époque, et le fait effectivement de parler de santé mentale et de vouloir l'aborder par plein de formats et plein d'angles différents, ça vient sans doute aussi soigner quelque chose. Moi, je voulais rebondir parce que j'entendais... On n'entend pas là, si. Je voulais rebondir parce que j'entendais le mot trans évoqué juste là avant. Et je me reconnais pas en fait dans cette transe artistique. Je me reconnais plutôt aujourd'hui dans le flow dont Christelle parle, parce qu'en plus de ça, moi je suis concerné par le TDAH et je suis sous traitement de méthylphénidate depuis le mois de juin dernier. J'avais déjà été diagnostiqué TDAH, enfin diagnostiqué en tout cas. J'avais passé des tests qui avaient révélé que j'avais le trouble à l'âge de 10-12 ans, et puis j'avais pas voulu prendre la médication, donc je me suis retrouvé après mon addiction en rétablissement, à avoir la clarté d'esprit de reprendre en main. En fait, je suis redevenu acteur de ma vie, et ça passait aussi par refaire le bilan de santé et où est-ce que j'en suis, et ce trouble-là, qu'est-ce qu'il en est dans ma vie aujourd'hui. Et je me rendais compte aussi que dans mon activité professionnelle, dans ma vie de tous les jours, pour l'organisation, pour la capacité à rester concentré sur une tâche, etc., ça devenait extrêmement compliqué. Donc j'avais atteint mes limites, et donc je suis retourné voir un psychiatre, et aujourd'hui, grâce à la médication et aussi grâce au projet créatif que j'ai, j'atteins cet état de flow quasiment quotidien. Et quand j'entendais tout à l'heure parler on remplace une addiction par autre chose, aujourd'hui, enfin, je dirais pas que c'est le remplacer par un autre comportement, parce que je pense pas qu'on va remplacer le négatif par l'extrêmement positif, mais en tout cas, il y a ce besoin de remplir le vide qui est plus là, quoi. Et moi, avec la création du podcast et le fait d'écrire, de créer des contenus, etc., eh bien, ça me met à un niveau de flow qui me permet en fait d'être à l'équilibre, et la créativité dedans est parmi les outils que j'utilise, donc les réseaux sociaux, l'écriture, le podcast aussi. Moi, mon addiction à la cocaïne, je l'ai décomposée un petit peu dans tous les sens, et c'est ça justement que je racontais sur LinkedIn et ailleurs d'ailleurs. Mais une des composantes, c'est un sentiment profond de décalage avec le monde qui m'entoure. C'était surtout présent avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai compensé par des choses. Mais depuis toujours, le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde que le monde qui m'entoure, d'avoir besoin de plus de profondeur, d'être très sensible à l'authenticité chez les gens, les valeurs, etc. Et donc, quand on est à l'adolescence et qu'on se rend compte que le monde autour de soi ne fonctionne pas pareil, eh bien, j'avais besoin d'atténuer ça, d'atténuer ce sentiment que les autres me renvoyaient par ce fait que je me sentais différent des autres. Et aujourd'hui, le podcast, en ayant entre 2 et 4 heures par semaine des gens en face de moi, où on va au fond des choses et où on va creuser sur des sujets qui, moi, m'intéressent. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé une communauté de personnes rétablies qui ont fait ce travail-là. Et donc, pour moi, c'est le format créatif va même jusqu'à être une béquille sur un élément de ma personnalité qui, pendant 30 ans, j'avais rien trouvé pour le remplacer. J'avais essayé la cocaïne, j'avais essayé l'alcool, même si j'ai pas eu d'alcoolodépendance, et je ne suis pas alcoolodépendant, mais j'ai eu des périodes de consommation excessive. Par contre, la cocaïne, j'étais bel et bien dans l'addiction, parce qu'elle occupait ma vie et mon temps. Ce que je disais, c'est pour amener montrer à quel point aujourd'hui le podcast est important et fait même, on va dire, partie de moi. Et en plus, c'est un format que j'ai déjà depuis 5 ou 6 ans. C'est pas la première fois que je lance un podcast, mais aujourd'hui, ça fusionne vraiment avec mon identité, et ça résolve ce problème de ok, dans ta vie en général, tu vas devoir trouver des gens, tu vas devoir t'adapter aux gens qui ont peut-être pas les mêmes attentes que toi, peut-être pas envie d'aller aussi loin dans les sujets que tu voudrais aborder, mais tu as 4 heures par semaine où tu as le droit de faire ce que tu veux, et en plus les gens acceptent de venir, et ils y prennent du plaisir aussi, quoi. Et si je peux rebondir effectivement sur ça par rapport à la créativité sur un sujet d'engagement comme la santé mentale, ce qui est cool aussi, que c'est une créativité collective. Parce qu'en fait, on rencontre plein de gens. C'est aussi l'avantage de créer du contenu. Nous, typiquement, c'est comme ça effectivement qu'on s'est rencontrés. Et moi, au bout de 2 ans et demi de Musae, j'ai l'impression de m'être créé un vrai réseau d'entraide aussi
citoyens sur la santé mentale, et puis même des potes, en fait, tout simplement. Et ça permet aussi de casser l'isolement. Et je pense que c'est aussi une problématique qui est propre à la santé mentale, c'est que la pire chose, en fait, qui aggrave les troubles de santé mentale et les troubles psychiques, c'est d'être seul et d'être isolé. Et c'est pour ça qu'on en a autant parlé pendant le Covid. C'est que ça a catalysé des choses en isolant les gens et en fait en les mettant face à leur trauma sans avoir moyen en fait de trouver un lien de solidarité facile. Et donc voilà, cette créativité, c'est pas une créativité isolée, c'est aussi une créativité collective et c'est ça qui est cool aussi dans la santé mentale. Merci. Je suis sans voix. Non, mais c'est vrai que c'est tellement important, effectivement, qu'il y ait ce réseau, que ça se développe. Et du coup, quand on parle de santé mentale, moi, la pérédance, c'est un sujet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je crois que c'est même Eva, je ne sais pas si elle est toujours là, mais qui m'en avait parlé lorsqu'on s'est rencontrés en début d'année. Et c'est un peu là le point de départ, moi, de la rencontre avec la pérédance. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que je faisais avec mes textes et compagnie. Et maintenant, avec des personnes qui essayent de s'en sortir, etc. Mais quand j'entends parler, Christelle, de santé mentale, en fait, le réseau, le fait d'avancer, etc. Finalement, c'est le mouvement permanent dans lequel on a besoin d'être pour continuer, en fait, pour avancer, etc. Et donc, je mettrais, oui, la santé mentale, mais même la pérédance au sens propre du terme, pas que médical ou son intérêt médical, mais c'est qu'est-ce que c'est que d'être là pour l'autre, de l'écouter, d'avancer et de se créer finalement un réseau comme ça. Et donc, ouais, je voulais juste compléter en disant, c'est santé mentale, mais il y a encore un degré de profondeur. Enfin, tous les gens qui sont soit concernés par quelconque maladie ou par le rétablissement ou par la pérédance, il y a un truc, en fait. Il y a quelque chose qui est difficilement palpable, en fait. Il y a une espèce de fusion, une connexion avec les gens parce qu'on se comprend, parce que j'ai une fille pour qui je suis présent pour l'instant face à des problématiques de cocaïne, qui m'a dit l'autre jour, moi j'ai un psy et un psychiatre, mais eux ils n'ont jamais pris des lattes de coke à 7h du mat, quoi. Tu vois, donc quand elle t'appelle, elle te dit voilà, moi je peux parler de ça avec toi, avec mon psy, mon psychiatre, c'est compliqué, ils m'aident, ils sont utiles, mais donc du coup, ouais, ça donne un sens profond aux choses, je trouve. Qu'est-ce que vous faites au quotidien Qu'est-ce que vous avez inventé, créé au quotidien pour vous-même? Faire la fête. Faire la fête, ouais. Au quotidien? Non, pas au quotidien, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer. Non, mais c'est typiquement quand on nous demande qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale. Alors oui, bien sûr, je fais du sport, je mange bien, mais ouais, moi, mon truc, effectivement, c'est de faire la fête. Top, moi, ça me va, ok. D'autres moi, j'écris beaucoup. Donc, je pense que l'écriture, ça ne correspond pas à tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression qui me permet de voir des choses qui sont bloquées dans ma tête et que j'arrive pas à voir autrement. Donc, en me mettant juste devant une feuille, il faut vraiment que ce soit du papier, parce que ça me fait pas le même effet quand c'est sur ordinateur ou sur le téléphone. Mais je trouve que l'écriture manuscrite, elle est plus lente et c'est un peu comme si elle arrivait à calmer mes pensées et surtout à les rendre visibles. Parce que sinon, elle tourne, comme quand on essaie de faire du calcul mental, on n'y arrive pas, il suffit de poser les chiffres et tout devient plus simple. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mais par contre, qui est très difficile à faire. Enfin, en fait, il y a plein de fois où j'ai été très contente de moi après une session d'écriture, mais d'autres fois aussi où je sentais que j'en avais besoin et où je repoussais, je me disais, ah non, j'ai pas le temps, et finalement, j'allais passer 30 minutes sur Instagram. Enfin, en soi, j'avais le temps, c'est juste que je prenais pas le temps pour ça. Et ça, c'est un peu quelque chose que je me suis ancrée dans la tête aussi en me disant, c'est un peu comme le sport, parfois on n'a pas envie de le faire, mais on sait qu'on est toujours bien après. Donc je me dis, je sais que ça me fera toujours du bien, donc si j'ai pas envie de le faire maintenant, c'est peut-être le moment où au contraire j'ai le plus besoin de le faire. Et ça, c'est vraiment un truc c'est douloureux en fait de se confronter à des choses qu'on a dans notre tête et qu'on n'a parfois pas envie de regarder. Donc c'est pour ça que ça peut pas être évident d'écrire, mais moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Et au-delà de l'écriture, il y a aussi la lecture, parce que je trouve que ça nous ouvre à des perspectives différentes et en fait des gens qui ont compris des choses avant nous et qui surtout arrivent à les formaliser de la bonne manière.
Et du coup, pour moi, lire des choses, ça me fait faire des bonds en avance sur certaines thématiques, même des romans où des personnes ont vécu des deuils, des difficultés, et puis on voit comment elles ont avancé là-dedans. On se retrouve toujours dans une partie du chemin de la personne, et moi, ça m'aide énormément. Et quand vous disiez aussi tout à l'heure, trouver les bons outils, moi, je suspecte d'avoir un trouble de l'attention, mais j'ai pas passé les tests, etc. Et j'ai beaucoup de mal à lire parce que j'ai du mal à me concentrer. Donc, je lis beaucoup en livre audio. Donc, voilà, en faisant une autre activité, je lis et c'est comme ça que j'arrive à me concentrer, à retenir ce que je lis. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'il faut trouver, je pense, le bon support qui nous correspond. Mais voilà, moi, j'adore marcher dans la rue et être dans mon histoire. Et pour autant, ça m'empêche pas d'être vigilante sur le reste. Mais voilà, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de grandir, j'ai l'impression, intérieurement, quoi. Oui. Je vois la différence des générations. Moi, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, et maintenant je fais les deux, hein. Maintenant je fais le tout, mais j'équilibre et je vais beaucoup marcher aussi en nature. En fait, voilà, je me disais ce truc de vieux. Bon, bah, peut-être je dois être vieille. C'est pour moi aujourd'hui nécessaire d'aller marcher et faire des marches de 4-5 heures. Et je pense que c'est aussi voilà, cette méditation active, état modifié de conscience, trance ou flow. Je ne connaissais pas flow, mais pouvoir déconnecter de ces ruminations qui sont là sans cesse, ou de ces juges qui sont là aussi par cesse, et aussi évidemment du vécu et de l'histoire. Mais c'est une façon de déconnecter et se nourrir. Aussi, d'ailleurs, je pense que j'ai lu que c'est comme ça qu'on a pas découvert, mais un peu, ouais, peut-être découvert, ou commencé à faire les recherches sur le EMDR. Voilà, quelqu'un qui s'est baladé, voilà, je me rappelle pas son nom, mais pour dire que la nature, rien que être dans ce mouvement répétitif des pas, quand j'ai dit faire la fête, je sais que j'étais tout le temps dans la piste en train de danser, donc il y a un rapport au corps. Voilà, donc c'est la répétition. C'est ça, c'est répéter des gestes. C'est pour ça quand je parle de trance ou quelque chose comme ça, ou méditation active, pour moi c'est un peu ça, c'est des choses qui se rejoignent. Ce que j'ai dit des fois aux personnes que j'accompagne, et ce que moi je fais avec moi-même, c'est trouver quelque chose dans lequel on répète des gestes, dans lesquels on est à l'aise et qu'on n'a pas besoin de réfléchir, et que ça va commencer à nous apaiser. Par exemple, même les grands-mères, quand ils faisaient du crochet, on dit, hein. Je suis espagnole, je sais pas si parce que c'est pas que des fois il y a des mots qui sortent pas. Du crochet ou du tricot. Ou du tricot, voilà, c'est quelque chose qui redevient aujourd'hui très à la mode, on va dire, pour cette recherche répétée. Donc si on fait rien, ça peut être aussi tout simplement, quand on marche dans la rue, être conscient de comment on marche, et c'est une façon de pouvoir apaiser aussi voilà, ces angoisses ou ces peurs des fois qu'on peut avoir qui viennent soudain, qui nous traversent. Que font les adolescents, les jeunes que vous accompagnez, ou qu'est-ce que vous leur conseillez éventuellement, mais en tout cas, en fait, on cherche, on cherche ensemble que eux, ils trouvent leurs ressources. C'est ça. Donc, voilà, les ressources qu'après ils vont devenir leurs outils. Moi, j'ai dit, quand on qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va pas. Bon, c'est ça. Et petit à petit, ils vont eux-mêmes. Donc, on met une boîte à outils au milieu. Ah, écouter de la musique, danser, mettre la musique et danser toute seule. Donc, on va décortiquer le pourquoi. Quand on fait ces gestes, on se sent mieux. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va, par des mots, expliquer, essayer en tout cas l'émotion. Qui peut être une envie de mourir, comme le désir que quelqu'un meure. Donc, oser dire des choses que on dit pas. Et après, ça va s'apaiser. Les jeunes, ils vont aussi, des fois, ils arrivent. Qu'est-ce que tu as fait cet été? J'avais envie de rien. J'étais renfermée dans ma chambre tout l'été. Mais tu as fait quoi dans la chambre? Rien. Mais on sent qu'ils osent pas dire. J'ai regardé des choses sur Internet. Donc, bon, voilà, différence des générations. Moi, j'ai fait des reportages, des commentaires pour la télévision. Aujourd'hui, c'est Internet. C'est aussi, voilà, ou que ça soit le cinéma ou la lecture. De façon générale, l'art, mais l'art, à la base, c'est la créativité de quelqu'un. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui
voilà, que ce soit télé, Internet ou autre. Donc ça peut faire écho, ça peut parler à l'autre. Et des fois, ces jeunes, bon, ils vont aller écouter des podcasts, ils vont aussi suivre des youtubeurs qui vont parler de leurs problématiques. Après, ce qui est important, c'est qu'eux, ils puissent aussi en parler avec d'autres. Après, malheureusement, moi, j'accompagne des familles où il y a de la violence et des fois la communication n'est pas facile, où il n'y a pas tout simplement de la famille. Donc c'est pour ça que les professionnels, et même à l'école ou autre, on est tous, on a tous une place les uns avec les autres pour travailler ensemble. Internet, c'est super, mais après, il y a ce fameux présentiel, parce qu'il y a énormément d'enfants, d'adolescents qui petit à petit sont déscolarisés. C'est génial, ils ont cet outil pour ne pas rester isolés, parce qu'ils sont chez eux isolés, mais avec un contact social via les plateformes, les podcasts. Mais après, il y a revenir dans le monde réel, parce que le monde réel, c'est le lien aussi à l'autre. C'est vraiment pouvoir parler, apprendre et partager. Natacha, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Pas mal de choses, mais je pense qu'une qui est très très importante et que peu de gens comprennent, c'est le fait de devoir m'archiver perpétuellement, m'archiver l'esprit, la pensée et les idées qui m'arrivent en fait en permanence. Donc ça passe par beaucoup de listes, des notes, et beaucoup sur mon ordinateur aussi. C'est archiver mon travail, archiver ce que je fais en temps réel, parfois même en avance. Enfin, il y a quelque chose d'un peu débordant aussi autour de ça, mais c'est une façon de canaliser mes pensées, de les organiser aussi, parce que c'est vraiment le bordel dans ma tête. Et après, c'est des activités parce que du coup, l'hyperactivité concerne aussi au quotidien. Et c'est aussi activité physique, donc ça peut être d'aller marcher pendant des heures, où j'en profite parce qu'il y a toujours un côté rentabilité du temps dans ma vie, pour apprendre des textes de slam dans la rue. Donc je récite à voix haute des choses, que j'ai aussi une très très grande mémoire, donc c'est vrai que c'est des temps où je commence à parler tout seul comme ça, et je vais un peu au hasard des rues. Et il y a aussi quelque chose de très important où je me suis vraiment rendu compte pendant le Covid, puisqu'on ne pouvait plus trop sortir, c'est la danse. Moi, j'ai pas fait de sport pendant une quinzaine d'années en fait, à cause de troubles alimentaires, donc qui m'ont vraiment empêché aussi beaucoup de choses et dont je suis pas débarrassée aujourd'hui, hélas. Mais il y a eu vraiment toute une période où j'étais vraiment trop en difficulté physique, j'étais interdite par le monde médical. Et au sortir de ça, j'ai découvert en fait le swing, qui a été une révélation en fait, et l'impossibilité de revenir en arrière aussi par rapport à des questions de poids et de fragilité du dehors. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a été aussi dans mon parcours les premiers contacts physiques avec d'autres personnes, la danse, et une façon de sortir aussi une énergie souvent énervée, contenue, dans une activité très positive et très instinctive, puisque j'ai appris très vite, alors que j'avais jamais fait vraiment de danse de manière... donc comme si quelque chose était déjà présent en moi et a été comme quelque chose d'assez merveilleux en fait. Donc ça, et puis aussi les passages sur scène dans le monde du slam, où ça a été des espaces aussi d'accueil de ma parole qui ont été extrêmement importants, puisque par ailleurs, moi, j'ai pas très peu parlé en fait jusqu'à l'âge adulte, de manière très sélective. Et donc il y avait l'écriture continue, très associée aussi au dessin. Il y a quelque chose de aller-retour permanent aussi entre le dessin, la bande dessinée, l'écriture, qui communique tout le temps sur le papier, mais des fois aussi sur tout support, le corps, enfin ce qui est à disposition. Et c'est aussi un moyen d'auto-supervision que j'appelle aussi dans le cadre de mon travail de père et danse, ou en tout cas de tout ce qui m'arrive au quotidien peut être aussi canalisé à travers le dessin. C'est-à-dire que si j'ai vécu une scène un peu pourrie, je vais la transformer en fait, je vais la retranscrire en dessin avec tout l'humour, l'absurde et l'ironie qui m'habite aussi. Donc c'est une façon de transformer le réel pour mieux l'accepter, et c'est beaucoup le cas aussi dans les difficultés qui m'arrivent fréquemment, que j'arrive à transformer, à sublimer d'une certaine façon à travers des actes artistiques de détournement. Si je peux Oui. rebondir là-dessus sur l'écriture, parce que Camille en parlait, je crois que quasiment tout le monde est concerné ici en fait par l'écriture, où c'est un des outils qu'on utilise nous dans la créativité. Moi, c'est un truc, et je crois que j'ai entendu ce matin, mais ça de la bouche de quelqu'un d'autre, mais ça m'a littéralement sauvé la vie à l'époque où 2017-2018,
où je sors où je me rends compte que, en fait, et ça fait écho avec des choses que Sandra racontait, je me rends compte qu'en fait, j'ai vécu pendant 25 années dans des violences familiales, de l'emprise, etc. Et à ce moment-là, je suis dans un état psychologique qui est tel que je ne saurais même pas décrire avec des mots. Mais j'étais dans une phase où je pensais de plus en plus à comment ça allait se terminer, etc. Et je me rapprochais d'un passage à l'acte et j'ai eu une pulsion de me jeter sur un bloc de feuilles qui me servait pour mes études à l'époque, un bloc de feuilles A4 blanches, et j'ai commencé en fait, et ça c'est tout à l'heure quelqu'un d'autre qui disait, j'ai commencé à vomir du texte sur le papier, et en fait les 25 premières années de ma vie, j'ai commencé à les écrire, et d'abord ça a été l'expulsion en fait des choses que j'avais vécues et que j'avais en tête et que je gardais depuis toujours, et qui en fait était pas innocente évidemment dans ma consommation de cocaïne, ce besoin de m'évader, d'atténuer une douleur que je ressentais profondément, etc. Et c'est à ce moment-là le point de départ, moi, de ma rencontre en fait avec l'écriture, parce que il fallait que ça explose, quoi. Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et puis, finalement, avec cet aspect de répétition, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien, moi, écrire, etc. Je me suis rappelé qu'à l'école, j'aimais bien les dictées, j'aimais bien l'écriture, le français, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire de l'écriture mon métier et d'utiliser, de travailler pour développer mes compétences et bosser en freelance et d'avoir l'écriture comme corps de métier. Et puis après, la partie créativité, raconter mon histoire et comment est-ce que je me sers des compétences que j'ai apprises pour restituer tout ce que j'ai dans mes notes, parce qu'il y a plusieurs projets de bouquins, quoi. Enfin, c'est comme tous ceux qui ont écrit sur leur vie, c'est pas un truc égocentrique, mais c'est juste qu'on se dit on a envie de partager cette vision-là à des gens, et puis j'ai continué à travailler mon écriture, et c'est là que j'en arrive au début 2023, où sur 5 ou 6 textes sur LinkedIn, ça fait plusieurs millions de vues, des dizaines de milliers de réactions, etc. Parce que moi, ça fait 30 ans que cette histoire-là, je la répète et que je l'ai en tête. 4 ans, 5 ans qu'elle est écrite sur papier. Et là, chaque texte est travaillé pendant 2, 3, 4 jours. Et c'est là où je pense à la transe et à l'état de flow dont on parlait tout à l'heure. Et puis c'est devenu une libération, et c'est 6 mois après, le podcast existe et je suis ici, etc. Donc quand vous parlez de l'écriture, ça résonnait fort en moi, évidemment aussi. Comment... quel est le... quel est le déclic? À quel moment... pour Gabriel, je pense que ça a déjà été dit, mais par exemple pour Camille ou pour Natacha, etc. Et à quel moment vous avez eu le déclic? Vous êtes dit, je vais créer à destination des autres ou pour aider les autres. Enfin, par exemple, avec la thérapie que vous proposez, Sandra. Est-ce que vous vous souvenez de... Non? Oui. En fait, dans mon cas, je pense que j'aurais jamais pu commencer à créer du contenu sur la dermatomanie sans avoir déjà amorcé un chemin de guérison. Parce que je pense qu'il y a un peu ce truc de, malgré tout, je sais pas, le regard des autres est quand même douloureux. Enfin, moi, c'était un trouble dont j'avais parlé à quasiment personne. Et quand on décide de s'exprimer publiquement sur ça, en disant j'ai souffert de ça pendant des années, même montrer des photos, parce que c'est un trouble qui est assez visuel. On fait des crises sur la peau, on a la peau qui est complètement rouge, boursouflée, etc. Donc moi, j'avais fait le choix de montrer tout ça, mais j'aurais pas pu le faire en étant dans la vague de la derma, en étant complètement meurtrie à l'intérieur, sans porte de sortie. Je pense que voilà, je me suis sentie prête à le faire quand j'étais capable de dire « Ok, je vais mieux, j'ai fait un chemin de guérison, je peux dire ce qui m'a aidé, moins aidé, etc. » Et le déclic, il est arrivé au moment où en fait, ça faisait 1 an que j'étais à mon compte dans la communication et où je me suis rendu compte que aider une entreprise à être plus visible via la communication, c'était assez énorme en termes de résultats. Une entreprise passait de 0 visibilité auprès de son public à des gens qui les contactent, qui comprennent ce qu'elle fait, etc. Et je me suis dit, s'il y a bien un sujet sur lequel il y a besoin de communication, c'est la dermatillomanie, parce que personne n'en parle, parce que je voyais des groupes Facebook avec des milliers de personnes qui parlaient de dermatillomanie et qui disaient, mais en fait, on est démunis, on en parle à des professionnels de santé, mais les gens ne connaissent pas.
on nous dit que c'est dans notre tête. Et tout ça, je pense que ça a fait un mix où je me suis dit, ok, bon, je pense que j'attendais que, je sais pas, une star ou une personnalité dise ok, je souffre de dermatomanie et ouvre le sujet un peu à tout le monde, mais ça n'arrivait pas. Alors je me suis dit finalement pourquoi pas le faire moi, sachant que j'ai connu ça, j'ai fait un chemin pour m'en sortir et je maîtrise quand même un peu les sujets de communication. Et le déclic il est vraiment venu de là, de rassembler un peu tout ça, et c'était sûrement le bon moment aussi. Donc voilà. Oui, dans mon cas, je pense que à aucun moment, en fait, je crée pour les autres. Je crée vraiment parce qu'il y a des choses que je comprends pas, sûrement des autres plutôt. Et c'est une réaction, en fait, qui peut-être me rassure. En tout cas, c'est aussi essayer de travailler moi-même des choses que je vois, que je vis, pour pouvoir encore les retraduire, en fait, à ma façon. Et je pense qu'il y a aussi... en m'utilisant comme propre cobaye, en fait, c'est vrai qu'il y a cette chose que je dis des fois, que je sacrifie mon expérience, mon intimité, puisque c'est vrai que ça démarre à peu près mes actions de partage. C'est vers 2016 où j'ai cet acte un peu fou de diffuser mon dossier patient en ligne sur un blog. Donc c'est un peu le début de mon parcours, mon travail autour de mon expérience psychiatrique qui dure une 15-20 années quand même. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces années où j'en parle pas, et où je commence à faire des petits dessins de BD, puis à utiliser mon propre dossier patient que je récupère dans tous les établissements pour en détourner les pièces et les mettre publiquement en ligne. Donc c'est le blog qui a été l'origine de tout ça. Et donc c'est en fait en utilisant en fait mon expérience et toutes mes aventures plus ou moins joyeuses, ou en tout cas extraordinaires aussi, avec ça, avec les troubles, avec les gens, avec le monde du travail, avec tout un tas de choses, la famille. Comment j'en réalise des créations en fait qui sont plus ou moins montrables d'ailleurs, parce qu'il y a des choses où je suis plutôt dans l'autocensure que l'inverse. Et est-ce que les gens vont être... Est-ce que c'est pas quelque chose justement de l'ordre de aussi vomir à la tête des gens des choses qu'ils n'ont pas demandé? Ça a été tout un travail universitaire que j'ai fait aussi sur comment on transmet des choses sans les imposer aux personnes. Donc il y a eu tout un travail d'ajustement aussi de la communication et des supports de communication. Et donc, c'est politique aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Moi, je travaille sur moi-même, mais par écho, en fait, il y a des gens qui reviennent vers moi pour me dire ça me parle, j'ai vécu ça, ou des proches qui découvrent des choses. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de me poser la question. Si je parle de moi, en fait, ça va parler à d'autres. C'est quelque chose que je me suis rendu compte, puisque quand j'ai commencé à ouvrir justement à un public, à des gens qui lisent sur les réseaux et des choses comme ça. Mais c'était pas du tout calculé. Et aujourd'hui, j'ai toujours créé pour moi parce que c'est ma survie en dépend, en fait. Il y a vraiment... Oui, Sandra. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais quand je parle de diagnostic violence intrafamiliale, et je profite et je le répète, et le déclic... quand je deviens mère, et que là, j'ai mon enfant devant moi, et que là, je me dis, oh merde, comment on fait? Parce que j'ai pas des références, et que je ne veux pas reproduire ça. Donc, on se construit contre, on répète, et des fois, se construire contre, en lisant tout. J'ai compris aussi qu'on peut tomber aussi dans la maltraitance, parce que trop d'amour, ça tue. On ne laisse pas grandir les autres. Plusieurs choses. Je pense que là, ça a été pour moi un déclic de commencer autre chose. Et plus anecdotique, quand mon fils, quand il commence à parler, va me dire un jour, mais maman, tu parles avec qui tu parles? Et je lui dis, mais je me parle à moi-même. Parce qu'on est plusieurs là-dedans. Et voilà, et on commence tout naturellement, je pense, à parler un peu plus de façon ouverte, avec des difficultés, des façons d'être, à dire, bon, aujourd'hui, et à métacommuniquer, comme je dis, à parler de l'émotion que je porte, à dire, bon, aujourd'hui, je suis extrêmement triste, donc voilà, je me tiens à distance, et petit à petit, on avance à gérer tout ça, et on commence à comprendre, et on va aussi dans son histoire. Et donc, ce travail d'accompagnement, psychothérapie, avec des thérapies différentes, chacun aussi trouver ce qui peut lui correspondre selon
ses besoins, ses problématiques et l'humain qu'on va retrouver en face. Tellement important, c'est lui qui nous regarde. Et voir l'autre, être vu, évidemment, être écouté, mais pas que. Donc, dans ce schéma, petit à petit, aller à la rencontre de qui nous sommes, pour moi, ça a été le chemin pour après décider un jour, est-ce que moi, avec toutes mes problématiques, est-ce que moi, je peux être thérapeute et accompagner d'autres? Voilà. Ça répond à la question, Ouais. hein? Parce que des fois, on passe de coca. Ça ok, tout va bien. Christelle, ça a été quoi le déclic? Comment ça s'est passé? Alors moi, le déclic, alors le fait de vouloir en parler de manière informative, parce que moi je parle pas de moi, je parle du sujet, il a eu lieu aux alentours de mes 18 ans, mais j'ai pas encore pris la parole à ce sujet-là et je le ferai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai toujours cherché, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, les ressources, un média qui parlait de santé mentale de manière accessible. Avant, moi, je bossais pour un média américain qui s'appelle Vice et qui parlait pas mal de santé mentale, mais plutôt dans les colonnes anglo-saxonnes du média. Et je me dis, c'est fou quand même, en France, on le fait pas du tout. Et donc, du coup, voilà, j'ai créé effectivement le média dont j'aurais bien eu besoin à un moment donné. Et puis après, je pense que oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait tous un petit peu son propre cheminement perso ou sa thérapie avec son projet. Mais bon, moi, je parle du sujet, pas de moi. Et aujourd'hui, comme le dirait Tim Grayson, quels sont les fruits que vous récoltez de cette activité, de vos activités, de votre créativité? Je connais pas toute la liste des fruits qui existent, perso. Ou en tout cas, pour parler autrement, quels sont les bénéfices que vous en retirez, ou même que vous constatez chez les autres avec qui vous communiquez ou ceux que vous accompagnez? Voir les gens grandir, avancer, comprendre des choses chez eux. Pardon, Ouais. je ne sais pas, hein, sans dévoiler Oui. quoi que ce soit qui soit secret, mais est-ce que, par exemple, pour quelqu'un que vous accompagnez, est-ce que vous avez je sais pas, quelque chose d'assez concret à nous dire? Enfin, Oui, bien sûr, il y a plusieurs, il y a plein d'histoires et plein de cas, évidemment, mais je reviens à mon sujet, puisque finalement, c'est dans ça où moi je travaille, même à l'hôpital, par rapport avec des familles ou adolescents où il y a de la violence intrafamiliale, mais aussi école, harcèlement, à la fin, tout un peu lié. Quand on va dans le concret, c'est des fois des insights de prise de conscience qu'il va y avoir dans la famille. Quand on va travailler un accompagnement de thérapie de famille systémique, on va travailler avec, par exemple, le génogramme. C'est travailler avec les 3, des fois 4 générations, donc c'est une forme d'arbre généalogique dans lequel les parents, des fois on invite aussi les grands-parents et ils vont parler des uns et des autres de la famille, et que là on va voir les enfants qui vont découvrir des choses des ancêtres qu'ils ne savaient pas. Voilà, on y croit ou pas, des fois ces mots, ce mal-être qui vient donné par quelque chose qui s'est passé plus haut dans la ligne transgénérationnelle. Il commence à avoir des études de plus en plus aujourd'hui très intéressantes aussi des traumas collectifs et des non-dits ou des secrets de famille qui vont sortir 3 générations plus tard. Nous, en systémique, on dit c'est quoi la fonction du symptôme dans cette famille, et des fois on voit des enfants qui arrivent malheureusement pour la plupart ils arrivent par l'urgence, parce que tentative de suicide, escarification, urgence pédiatrique, et on vient chez nous. J'ai la chance d'être dans ce service où très vite on va essayer de mettre en place des thérapies de famille, des suivis en famille, et on va pouvoir travailler en famille pour parler des abus, de l'inceste, des violences, ou des fois des maladies, des suicides qui ont créé des non-dits, et des fois un manque de communication des parents ou des grands-parents complètement figés, évidemment la violence.
qui a existé dans des familles. Et le résultat concret, c'est des fois en 2 séances des adolescentes qui vont arrêter de scarifier et c'est fini. On va voir les parents qui vont commencer à parler, eux, de leurs problématiques, soulager les enfants. Donc des fois même, on va dire, bon, ben, les enfants, les adolescents, ils n'ont pas besoin de venir. Et on va garder... voilà. Et dans le concret, dans la créativité, dans le groupe, par exemple, il y a une adolescente qui est déscolarisée, redoublée, elle écrit, elle dessine, elle fait des photos, mais elle ne le faisait plus parce qu'on lui disait d'arrêter de le faire tellement c'était moche, tellement c'était dur. Grosse erreur, hein, et même de la part, malheureusement, des professionnels des fois et des parents. On a remis ça en route, donc elle a repris la créativité, les dessins ou autres, et un jour, je lui ai dit, mais tout ça, il faudrait faire un recueil, il faudrait faire un livre, mais moi, je ne peux pas tout faire, hein. Mais il faut croire, et un jour, bon, après un an de partage, elle arrive, et elle me dit, ah ben voilà, Sandra, j'ai fait, comme on avait dit, j'ai publié mon livre. Elle a tout envoyé, mis en page, les photos, les textes, elle a envoyé à Amazon et ça a été publié. Donc voilà, ça c'est du concret. Après, elle a pu le mettre sur son Instagram, avoir des retours d'un prof qu'elle a liké, un autre, et c'était fabuleux. Je ne savais même pas qu'Amazon, et c'est pas pour faire la publicité, mais qui publiait, et je connais beaucoup de gens qui aimeraient être publiés et qui ne le sont pas. Si ils l'ont publié, c'est bien parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose là-dedans aussi. Voilà, concret. Et pour vous-même, quand vous réalisez un documentaire, comme vous le faites aujourd'hui, vous faites de très beaux documentaires sur plusieurs artistes, etc. Qu'est-ce que ça produit chez vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, dans mes documentaires, j'ai compris qu'en fait, j'essaye de comprendre ce que l'autre veut faire. Donc, j'essaie de me comprendre moi-même. Donc, j'adore filmer les artistes dans leur créativité, dans leur processus de création. Et moi, plonger dans leur processus de création avec ma caméra et après faire un montage, me donne des réponses à des choses que moi, je cherche. Ça sert un peu le concret. Et puis, aussi... pouvoir parler avec d'autres personnes, mais aussi des professionnels autour de la violence et l'impact chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte en devenir. Pour moi, c'est aujourd'hui aussi du concret parce que j'étais très en colère avec le monde médical, les institutions de façon générale. Et voilà, parce que... Et je me dis aujourd'hui, je suis un peu de l'autre côté, des 2 ou des 3 côtés, et je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer, ensemble avancer. Hein. C'est pas mal. Oui, on est bien dans le thème de la table ronde. Avancer très ensemble, bien. Oui. Voilà, dans ces partages. Après, c'est une question de temps et des moyens aussi. Donc, je suis en libéral, je suis à l'hôpital. Voilà, je rêverais d'avoir une équipe des jeunes pour bouger tout ça aussi au niveau des plateformes, les témoignages. On m'a dit de faire un podcast. Bon, maintenant, je vais doucement, mais sûrement. Et je n'oublie pas d'aller faire mes balades en montagne pour parachuter. Voilà. Moi, les bénéfices, je pense que j'ai retiré de tout ça, d'avoir pris la parole, de m'être exposée aussi sur ce trouble, c'est plus d'avoir donné du sens un peu à mon histoire, parce que je pense que tout ce qu'on vit en termes de troubles, de maladies, voilà, quel que soit le terme, c'est quand même quelque chose qui nous abîme dans un sens et sur lequel on peut avoir des regrets, on peut culpabiliser ou on peut se dire mais pourquoi moi par rapport à d'autres personnes, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas mérité ça. Et finalement, moi, je trouve que le fait d'aujourd'hui d'essayer d'en faire quelque chose de positif, d'aider les autres, de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et trouvent des réponses à des questions qui se posaient depuis des années en se sentant seuls, c'est comme si ça légitimait un peu ce que j'ai vécu parce que j'ai l'impression que ça a servi à quelque chose. Toutes les leçons que j'ai retirées de ça, aujourd'hui, je peux les donner aux gens. Et en fait, je pense que ça a vraiment apaisé un truc en moi et ça me fait vraiment du bien.
Et puis c'est vrai qu'au quotidien, en fait sur Instagram aujourd'hui on est plus de 20 000, donc c'est impressionnant. Enfin moi je pensais vraiment qu'on était 10 personnes en France peut-être à souffrir de ce trouble, personne n'en parlait. Et le fait de voir qu'il y ait autant de gens qui soient concernés, c'est quand même assez énorme. J'ai écrit un livre aussi et qui a été lu par des milliers de personnes. Et c'est vrai que de recevoir des retours comme ça de personnes qui disent « Ah, ça fait tellement de bien de mettre des mots sur ça, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de se sentir enfin compris », moi, c'est un peu des petites doses d'amour aussi que je reçois tout le temps et qui, c'est quand même agréable au quotidien. Donc non, je retire vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices de ça. Et d'ailleurs, très peu de négatifs. Parce qu'en prenant la parole, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer, qui vont me dire, ah bon, mais c'est une honte ou autre. Et en fait, j'ai jamais eu de choses comme ça. Enfin, au contraire, les gens étaient plutôt touchés en disant, pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Peut-être qu'on aurait pu t'aider. Enfin, voilà, ça, je trouve que c'est une belle leçon aussi sur tout ce qui est trouble ou maladie. Souvent, on pense que les autres vont nous juger, on vont nous dénigrer. Alors qu'ils sont plutôt touchés d'apprendre qu'on a quelque chose et qu'en fait, pendant des années, on l'a caché parce que on en avait honte. Donc voilà, non, c'est vraiment les bénéfices, c'est ça, c'est du sens, c'est sentir que j'aide les gens, pour moi c'est un énorme moteur et ça me booste au quotidien. Natacha ? Oui, je rejoins aussi ça. Et il y a à la fois la reconnaissance aussi, la visibilité. Moi, j'ai un travail quand même qui est assez particulier, accessible parfois difficilement et en marge de beaucoup de choses très standardisées ou qui seraient subventionnées aussi par tout ce qui est institutionnel, en France en tout cas. Donc c'est vrai que ça a été au fur et à mesure, parce que c'est quand même assez lent, mais c'est du soutien des alliés, des rencontres aussi très importantes avec des collaborations avec des artistes, avec des gens qui soutiennent sincèrement mon travail, puisque mon travail est authentique, mais encore une fois, oui, ils sortent de l'ordinaire et de ce qu'on attend aussi. Donc c'est vrai que ça rentre dans aucune case. Donc c'est le monde de l'art le rejette en général. Et donc je pense que ce qui est vraiment très important, c'est l'aide en fait, l'aide qu'on a pu m'apporter sous des formes diverses. En fait, une aide humaine, aide matérielle, résidence artistique, financière. Et parce que malgré tout, il y a quand même le quotidien avec pas mal de handicaps invisibles aussi, physiques, psychiques, sensoriels, qui chez moi ont plutôt tendance à s'aggraver avec le temps. Et donc c'est avec tout ça en fait que je dois en plus travailler à côté, avoir un boulot qui me ramène un peu de sous et avoir du temps pour faire mon travail artistique et être en bonne santé pour pouvoir le faire. Donc c'est vrai que toutes les aides en fait qu'on peut m'apporter sont hyper importantes et j'en suis très très reconnaissante. Donc c'est vraiment cet avancement aussi dans mon parcours artistique qui fait qu'il y a vraiment des petits coups d'aide comme ça qui sont hyper précieux. Gabriel ? Ouais, moi je rejoins évidemment quasiment tout le monde, donc je vais pas répéter les mêmes choses, mais par rapport à l'addiction, ce que moi j'ai vu, et en fait c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie de continuer, c'est quand j'ai vu que mon exposition et mon histoire me renvoyaient des gens qui témoignaient en fait, des gens qui venaient témoigner par message privé ou qui me parlaient, etc., et qui me remerciaient d'avoir abordé le sujet. Ce qui m'a profondément touché, j'ai des exemples en tête qui m'ont marqué à vie, je pense, mais sur LinkedIn, dans ma messagerie privée, c'est des mamans qui ont perdu un fils, qui étaient dans la même situation que moi à l'époque, et elles n'ont rien pu faire, elles ne comprenaient pas l'addiction, elles ne comprenaient pas où leur fils était, etc. Et puis un jour, il y a eu un drame, et la personne est partie à cause de la consommation. Et quand moi, je me suis dit... Ok, tu as commencé à raconter ton histoire parce qu'il fallait que ça sorte. Tu l'as fait d'abord pour toi, mais aussi en te disant bon, que ça aidera bien une personne. Mais c'est quand j'ai vu le nombre en fait, de messages que je recevais et que j'ai compris qu'il y avait une utilité, en fait. Parce que comme Camille disait, au début, moi, je suis pas, je sais qu'il y a beaucoup de consommateurs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'addiction. Les chiffres sont, à mon avis, beaucoup trop bas par rapport à la réalité. Parce que la cocaïne et les autres drogues, mais la cocaïne, en l'occurrence, est présente partout. Et tout le monde, toutes les tranches sociales, tout le monde en consomme dans les catégories sociales, etc. Et donc, voir, en fait, que des gens qui, à mon avis, pour avoir été un ancien consommateur et un ancien addict, n'en parlent pas autour d'eux. Quand on est dans la cocaïne ou dans l'alcool, etc.,
on a une sorte de déni, on a une conscience déni en fait. On sait qu'il y a un problème, on sait qu'on est dans l'addiction, on sait qu'il faudrait le régler, mais on continue parce que voilà. Et donc quand j'ai vu que moi en parlant, ça attirait en fait, ça donnait des petits moments de lucidité ou de conscience à des gens comme ça qui venaient me parler et me dire mec, je viens de lire ton texte et là, ce que tu racontes, c'est ma vie, quoi. Enfin, tu racontes mon histoire en racontant la tienne. Évidemment, il y a des détails qui sont différents, etc. Mais voilà, merci. Et là, je sais en fait que je plante une graine parce que déjà que la personne, juste le fait que la personne me contacte, je sais ce que ça représente potentiellement dans son futur parcours de rétablissement. Peut-être que ce sera dans 3, 4, 5, 10 ans. Mais moi, c'est en voyant en fait que mon exposition, le fait de raconter mon histoire ou de la partager, ça avait cet impact-là. Comme je sais quelle importance ces petites choses-là ont eu dans mon propre rétablissement, bah, je me suis dit, voilà, t'es à ta place et continue, quoi. Christelle ? Oui, enfin, je suis d'accord effectivement avec tout ce qui a été dit avant, c'est étant un bénéfice d'un point de vue individuel en termes de reconnaissance, en termes de sens, de se sentir moins seul, etc. Et surtout le retour des gens. Ça, c'est clair que c'est le plus beau, la plus belle des reconnaissances. Et après, ce qui est chouette aussi, c'est de voir que ça avance d'un point de vue collectif, parce que voilà, c'est quand même un sujet. Alors, je mets la santé mentale parce que ça permet d'englober pas mal de choses, mais il y a plein de choses dans la santé mentale, mais c'est un sujet qui a été invisibilisé et ou volontairement invisibilisé pendant très longtemps. Le Covid a mis un coup de projecteur sur le sujet. Et ça nous permet aussi de s'interroger sur des problématiques de santé publique, parce que la santé mentale fait partie des enjeux de santé publique. On sait qu'effectivement, après, voilà, il y a des problématiques financières qui sont compliquées, notamment au niveau des hôpitaux, et clairement la psychiatrie est le parent pauvre de tout ça, et la psychologie également. Et voilà, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça, et il faut savoir que les troubles de santé mentale, ça touche avant tout, c'est pas un truc de riche en fait, ça touche avant tout les populations vulnérables. Et par vulnérables, c'est les gens qui sont en précarité économique et sociale, c'est les jeunes, c'est les minorités de genre, c'est les personnes racisées, c'est les personnes âgées qui sont seules chez soi. Et c'est pour ça que c'est aussi éclaté pendant le Covid, parce que ça a cristallisé tout ça. Et de sortir aussi du truc de dire, ouais, prendre soin de sa santé mentale, c'est un truc de gens qui ont vraiment le temps de se poser la question. En fait, prendre soin de la santé mentale, c'est aussi prendre soin du lien social. C'est faire en sorte qu'il y ait moins de violence en fait entre les gens. Ça commence par la famille, mais c'est aussi des violences sociales, des violences économiques. Et et moi je trouve que ce qui est chouette, parce que je suis aussi quelqu'un d'engagé politiquement, et que à la base, moi, c'est quelque chose qui m'était très en colère, et c'est d'avoir pu switcher cette colère dans quelque chose de positif, de créatif, pour faire bouger les lignes, et on le fait à plusieurs. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose d'un mouvement collectif, et on sent qu'il y a une nouvelle génération, je ne parle pas d'âge, mais je parle de façon de voir les choses, sur le sujet, qui est en train de se mobiliser, et c'est chouette parce que l'idée, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre, et que ça soit plus que la santé mentale soit plus une excuse en fait d'exclusion sociale. J'ai envie d'applaudir. Et qu'est-ce que maintenant vous pourriez nous dire en termes d'enseignement, les enseignements que vous retenez de tout votre parcours, de ces élans créatifs que vous avez, de ce que vous faites? C'est passionnant, mais parfois, il faut faire attention à soi aussi. Hein. Ouais, ça serait quand même dommage de se mettre en burn-out avec son projet quand on parle de santé mentale. Et ça peut être le risque, parce que effectivement, c'est des sujets passion, entre guillemets. Donc, du coup, tu mets tes tripes, tu mets ta colère, parce que ce que je viens de dire. Donc, c'est très chouette quand ça se passe bien. Hein. Mais parfois, tu peux te faire aussi bouffer par le truc, quoi. Et voilà, tout à l'heure, voilà, je disais de façon ironique, pas tellement, mais faire la fête. Mais en fait, rencontrer des gens, parler d'autres choses aussi. Enfin, aussi parler d'autres choses. Faire des pauses, aller effectivement marcher en montagne. Lire d'autres bouquins que des bouquins sur la santé mentale. Enfin, lever le pied aussi, c'est important, parce que c'est un sujet émotionnel, et l'enseignement, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne contre-productif. D'autres enseignements, oui, Gabriel?
Moi, l'enseignement que j'ai en ce moment, comme je disais, c'est pour moi tout ce qui est concept de pair et danse, les systèmes qui sont mis en place, etc., le développement du concept. Moi, je suis installé, enfin, je suis belge et je suis installé à Bruxelles, donc il y a des choses qui se font, etc. Mais c'est vrai que quand je vois ce qui se passe en France, je vois une certaine différence en termes de développement, parce qu'il y a probablement des moyens différents et la France est plus grande, etc. Donc j'ai la sensation visuellement que ça bouge un peu plus de votre côté, mais ça bouge aussi bien chez nous, donc c'est assez nouveau. Et moi, l'enseignement, il est général sur le rétablissement, en fait, parce que comme j'avais matérialisé, ou en tout cas restructuré mon histoire avec mes propres mots, ma vision, etc. Et aujourd'hui, je mets des mots sur les 4-5 dernières années, sur le rétablissement que j'avais pas posé avant. Et en rencontrant chaque semaine, enfin en tout cas très, très régulièrement, des personnes qui sont dans un processus de rétablissement ou qui sont rétablies, eh bien je commence à avoir des points communs des points communs qui nous relient tous ici. En fait, c'est le mouvement. Ce matin, il y a j'ai oublié le nom, mais qui parlait de psychoéducation. Moi, comprendre ce qui m'était arrivé, que ce soit d'un point de vue familial, d'un point de vue addiction, etc., c'est quelque chose qui a fait partie aussi des piliers qui m'ont aidé à m'en sortir, parce que moi, j'avais besoin de comprendre les données de l'équation. Quand on vit sous emprise pendant autant d'années, on n'a plus de lucidité, on comprend plus rien à ce qui nous arrive, on est complètement désorienté, etc. Et donc, avec l'écriture, la psychoéducation, etc., ça m'a aidé à me raccrocher. Et ce que je remarque dans les personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, etc., ou qui sont dans une action comme ça créative, c'est le besoin sans cesse en fait d'aller chercher de l'information et de continuer à se nourrir, en fait. C'est-à-dire que oui, on va être rétabli par rapport à la maladie, mais en fait on est dans un espèce de rétablissement de soi permanent et infini. La preuve, c'est qu'on a des projets créatifs qui prennent beaucoup de place dans notre vie et qui, si pas, qui prennent toute la place dans notre vie. Donc moi, l'enseignement de cette année, c'est le concept du rétablissement et le fait de me rendre compte que même si on est tous différents, il y a quand même ce truc ce moteur intérieur, ce truc de cette force d'aller chercher de l'information, de toujours être en mouvement, etc. Ouais, c'est le truc que j'ai vraiment réalisé, quoi. Le truc qui nous relie un peu, dont je parlais déjà tout à l'heure. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que les enseignements que j'ai retirés de tout ce projet de création de contenu autour de la santé mentale, c'est qu'en fait, il y a un peu deux clés dans un processus de guérison. Je pense que la première, c'est un peu ce que tu dis, c'est vraiment revenir à la simplicité. En fait, quand on veut se sortir de quelque chose, parfois, on peut trop s'embourber dans des choses trop complexes, à essayer de comprendre, mais en fait, on a des livres, des écrits, des choses qui nous détournent en fait du vrai sujet, parce qu'en fait c'est trop complexe. Je pense qu'il faut revenir à des choses simples, essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent. En fait, finalement, souvent la simplicité, c'est la base d'un changement, et je l'observe vraiment dans mon processus de création, parce que quand je passe des heures à trouver juste les mots justes ou la bonne façon de présenter les choses, c'est ça qui a le plus d'impact sur les gens. Donc ouais, je pense que revenir à la simplicité, c'est vraiment clé. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'importance du témoignage. Je pense que dans n'importe quel trouble, maladie ou autre, le fait d'avoir quelqu'un en face qui nous parle avec des mots de choses qu'on a vécues et où parfois on n'a justement pas trouvé les mots pour l'exprimer, ça a une puissance qui est vraiment immense. Et même si bien sûr le parcours de soins il est super important et que les professionnels de santé ils sont là pour nous accompagner, le témoignage et le fait de se reconnaître dans l'histoire de quelqu'un, c'est vraiment puissant pour aller mieux. Donc voilà, moi j'en ai vraiment retiré ça, et j'aurais adoré il y a quelques années avoir quelqu'un qui parle aussi de dermatillomanie comme ça. Donc j'espère que dans tous les troubles, dans toutes les maladies, il y aura quelqu'un qui a à cœur de prendre la parole et d'essayer d'aider ceux qui vivent la même chose, parce que ça apporte beaucoup. Vous m'avez aussi parlé de l'importance de pouvoir dire non. Vous vous souvenez? Ouais. Oui, ça rejoint ce que tu disais, Christelle, parce qu'effectivement, je pense que quand il y a quelque chose qui nous passionne, surtout là, moi, c'est digital aussi. Enfin, je crée beaucoup avec mon téléphone. Je reçois énormément de messages aussi de personnes, du coup, qui découvrent la dermatillomanie, qui m'écrivent en disant je me reconnais, qui me partagent leur histoire.
Et il y a on revient à cette notion d'équilibre à trouver parce que ça peut facilement nous engloutir et on peut faire que ça. Enfin, moi, il y a eu des phases où c'était ça, vraiment, dès que j'avais un moment libre, je prenais mon téléphone, j'allais sur Instagram, je répondais. Parfois, au lieu de regarder un film le soir ou de lire un livre, en fait, je passais ma soirée à répondre à des messages sur Instagram, mais parce que j'aime ça aussi. Mais je pense que si à un moment, c'est peut-être pas sain de faire que ça, il faut trouver un juste milieu. Et dire non, c'est ça, c'est parfois faire des rappels aux gens en disant bah voilà, je crée énormément de contenu, peut-être essayer d'abord de prendre le temps de regarder ce qu'il y a plutôt que. Parce que parfois je reçois des messages bonjour, je viens de découvrir votre compte, comment je fais pour m'en sortir? Ben en fait, justement, tout mon travail sert à ça et pour s'en sortir, il faut être acteur aussi, on peut pas attendre une réponse de l'extérieur. Donc effectivement, oui, je pense dire non parfois et savoir remettre ses limites, c'est super important, sinon ouais, c'est contre-productif, quoi. Natacha, vous m'aviez... pardon, Sandra, vous vouliez prendre la parole? Juste dire, Oui, je vois un nouveau décalage d'âge. Je les entendais parler, je me rappelais moi quand je suis arrivée dans le trop. Donc oui, apprendre à mettre un cadre des limites un peu à tout ça. C'est-à-dire, c'est dire à un moment, on ne peut pas sauver le monde. C'est essentiel pour durer dans la durée, en fait, pour pas être usé à un moment donné et chuter et disparaître, en fait. Parce que du coup, on ne serait plus un modèle, un exemple, et on serait plus utile. Donc, j'entends parce que je me dis, mais comment ils font pour être... Quand je disais tout à l'heure, j'ai plein de projets, mais bon, je vais sûrement doucement pour... Voilà, peut-être j'ai pas assez de force. Bon, voilà, à votre âge, peut-être j'avais une autre forme de force, mais aussi cet apprentissage, c'est dire c'est tellement important de mettre un cadre et des limites pour garder cette vie aussi à nous et que ça devienne... C'est notre combat, mais c'est ensemble, pas tout seul qu'on peut le faire et dans la durée. Et après, dans le transgénérationnel, être des modèles ou des exemples pour ceux qui, après, vont continuer ce travail transgénérationnel, comme dans nos familles, mais passer des apprentissages, enseignements positifs. Bon, bah alors moi aussi, je vais respecter le cadre et le timing me dit qu'il est temps de passer aux questions. Et en même temps, je vois Pascal en train de courir pour les micros. Si, voilà, tout est là, ben voilà, tout est prêt, c'est formidable. Est-ce qu'il y a déjà une question dans notre auditoire? Oui, voilà, une main tendue. On vous écoute, madame. Alors, pour rebondir sur le transgénérationnel, justement, j'ai une question, notamment par rapport aux plus jeunes. Comment créer quelque chose qui soit aidant pour le rétablissement entre les générations? Enfin, je veux dire, comment créer du lien entre des personnes qui ont une expérience de la vie et de la maladie mentale qui est très différente selon qu'on a 50 ou 60 ou 20 et 30? Au sein de la même famille ou non? Non, non. D'accord. Comment, dans une société, comment faire société pour s'associer? Exactement, on est là, c'est ça. C'est ouais, voilà, oui, non, mais c'est en les faisant se rencontrer. Effectivement, c'est en les faisant se rencontrer et pas que de manière digitale, en effet, mais de manière concrète sur des événements. Comment? Je dis on a bu des bières pour certains d'entre nous. C'est les faire se rencontrer. Et puis après, il y a la notion de la transmission aussi. C'est-à-dire de laisser quelque chose qui reste à transmettre pour la génération d'après. Bon, en tout cas, c'est ce que je cherche à faire avec le média, avec au-delà des contenus, d'avoir un podcast et des newsletters, de l'écrit aussi, qui reste, qui se transmettent avec un langage qui soit suffisamment parlant pour tout le monde. Donc, ouais, c'est les rencontres et la transmission d'informations me concernant. Oui, c'est pour reprendre aussi ce que tu disais sur le témoignage. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, en fait, à tout niveau de la vie. En fait, si on laisse un espace de liberté de parole à une personne âgée ou un enfant, forcément qui va nous transmettre des choses importantes. C'est aussi un des piliers, d'ailleurs, de la pérédance très fort et transmission de savoir expérientiel où finalement on est d'égal à égal, on a autant à apprendre l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et ouais,
j'ai perdu le fil, mais les groupes de parole, par exemple, aussi. On parle des groupes de parole des pairs, PAIRS, et c'est vrai que dans le transgénérationnel, on va dire, ça peut être très intéressant aussi. C'est un peu des pratiques un peu à l'américaine. Hein. Ici, ça se fait aussi, peut-être pas assez. De plus en plus, quand même. De plus en plus. Non, il y a beaucoup d'espoir, les choses changent. Ouais, c'est super. Justement, par rapport à la mentalité américaine, et pour rebondir sur la question, je pense que nous, et Christelle disait, c'est la question de génération, c'est plutôt le mouvement et pas l'âge. C'est plutôt les gens qui sont dans la même dynamique comme on peut l'être aujourd'hui. Et je pense que nous, on peut avoir, enfin nous, quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là, avoir un rôle à jouer pour les générations d'après, justement en amenant ces sujets-là sur la table. Quand moi, je lis des bouquins de psychiatres ou de ce qui se fait aux États-Unis, ils ont des concepts, par exemple, de body mind, donc le fait que l'esprit soit rattaché au corps, donc on ne dissocie pas et la santé physique et la santé mentale. Et chez eux, c'est quelque chose qu'ils apprennent à l'école. Quand on regarde, il y a énormément de bouquins sur les sujets. Quand on regarde sur le côté francophone, c'est pas évident de trouver des sources, c'est pas évident de trouver des bouquins. Et donc, moi, en tout cas, une de mes missions, et je pense que ça peut être un de nos rôles actifs, quoi, quelque chose qu'on prenne conscience et qu'on déploie des outils pour ça, c'est justement d'amener ce sujet-là sur la table et de dire la santé mentale est aussi importante que la santé physique. On a le droit d'en parler, on peut se renseigner, et en plus de ça, on peut se soigner, quoi. Donc je pense que ça, c'est un truc qu'on peut mettre en place. Enfin, en tout cas, c'est la dynamique que moi j'ai prise avec mon contenu, et je crois qu'on est un peu tous dans la même dynamique. Dans la pratique, c'est la pratique vraiment du corps où il y a de plus en plus aussi des espaces et des thérapies qui se développent autour du corporel aussi, que dans d'autres pays, pas que les États-Unis, Canada, Belgique aussi, est plus répandu, et peut-être ici moins, mais parce que là on touche des problématiques plus de système, des systèmes de santé, des diplômes, certificats, bataille aussi autour de la légitimité, le remboursement même aussi, hein, si on parle argent. Et tout ça, ça a aussi un impact dans ce qui peut être fait et dans ce qui réellement est fait, parce qu'il faut à un moment donné de l'argent pour vivre aussi. Comme on dit, on vit de l'art. Non, on vit pas de l'art, pas beaucoup. Pour amour à l'art, hein, bon, voilà. Vous demandez, vous posez la question tout à l'heure, vous faites comme ça, ben oui. Et donc il y a un peu tous ces aspects aussi liés à l'argent, aussi à y vivre. Une autre question de Madame. Merci Christelle pour avoir amené le côté sociétal de la santé mentale. De fait, ça touche beaucoup plus les démunis. J'ai une question pour Gabrielle et Natacha. Je crois que vous avez tous les deux un suivi de père aidant. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la formation, comment vous y êtes arrivés et comment ça se passe? Et à propos, un petit mot sur le rétablissement. J'attends pas une réponse, mais c'est une chose qui me fait penser à ce que Christelle a dit. Le côté sociétal et politique, il passe beaucoup pour la ressignification de qu'est-ce que c'est la santé mentale. Et là, je pense qu'en France, il y a encore un très grand travail pour faire sur cela. Je dis ça parce que ça fait 1 an que je suis de retour en France après 20 ans à l'étranger et je n'ai pas réussi à avoir aucun de mes diagnostics validés par le CMP, par des médecins français. Et il y a un débat encore très en arrière, je pense. Il y a des idées très dans la case. Et quand on ne rentre pas dans la case, parfois, j'aimerais pas parler de rétablissement, mais qu'on respecte les neurotypiques en tant qu'on y est. Parce que pour les TDAH, je ne crois pas qu'il y a des rétablissements. Il y a des façons à vivre avec une société qui se porte d'autres façons. Merci. Ouais, du coup, moi, c'est le genre de questions, truc qui pourrait me lancer jusque minuit. C'est ça. Enfin, bref, mais oui, je peux que comprendre, ou en tout cas, voilà, j'aurais pas le temps de rebondir, mais ça fait écho. La difficulté à
enfin, la difficulté simplement à se soigner, en fait, pour être honnête. On en parlait aussi à midi, et ça fait partie d'un de mes combats, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je communique autant, et sur ce qui m'est arrivé, ce que j'en ai compris, la manière dont, enfin, je sais pas, un rendez-vous avec un psychiatre, pour mon TDA, je vais l'expliquer parce qu'on a besoin d'avoir les coulisses, on a besoin de savoir comment ça se passe, on a besoin. C'est tellement compliqué. Enfin, je sais pas combien de personnes ici dans la salle on a tous été confrontés à des médecins, quels qu'ils soient, la médecine, santé mentale, santé physique, etc. On a tous des galères pour être soignés correctement, pour trouver des médecins avec qui ça fonctionne vraiment bien, des médecins qui vont au bout des choses, etc. On a tous de la frustration par rapport à ces choses-là. Moi, je suis en train de découvrir ce truc-là. J'ai mon parcours de patient et je sais pas comment ça se passe de l'autre côté. Je vais rentrer en contact avec ce milieu-là, mais ça me chiffonne et je me dis que c'est compliqué, quoi. Avoir un psychiatre qui me dit voilà du méthylphénidate, vous prenez ce dosage-là et merci, au revoir. Ouais, mais je viens de faire 5 rendez-vous, moi, avec vous. J'ai fait 3 fois avec la neuropsy, 2 fois avec vous. Et quoi, j'ai juste ce dosage-là et je m'en vais. Bah oui, en gros, vous m'envoyez un mail pour la prescription. Non, j'ai besoin de plus, quoi. J'ai besoin d'avoir plus que ça. J'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on m'explique ce que je peux mettre à côté de mon traitement comme suivi, etc. Moi, j'ai pas envie de me reposer simplement sur des médicaments. Enfin bref, je m'arrête là, mais vous comprenez que je comprends ce que vous voulez dire. Et du coup, Monsieur disait, comme idée de conclusion, c'est pas mal. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de phrases fortes qui sont dites aujourd'hui, évidemment. C'est très parlant. Natacha. Oui, la pérédance, ça serait un sujet entier, je pense, oui, à débattre. Mais très vaste. moi, ça fait 4 ans que je suis en poste pérédante, en fait, donc avec une formation. Et on peut en parler peut-être après ensemble. Et peut-être je vous invite aussi à aller voir mon travail, puisque j'en parle beaucoup aussi sous multiples formes de conférences, de bandes dessinées, de vidéos, de performances. Donc tout ça aussi, ce sont des choses accessibles, donc ils sont aussi des outils pour réfléchir. Et après, pour rebondir aussi sur votre propre parcours diagnostic, ça me fait vraiment écho aussi au mien, où finalement on a des diagnostics tout au long de sa vie, et encore pour moi il y a 1 an. Et dans quelle mesure on arrive à trouver aussi un soignant qui va comprendre en fait ces corrélations entre les troubles. Donc un de mes derniers projets, ça a été d'engager une thérapie avec ChatGPT, qui est en accès disponible 24/24 et qui répond à mes questions. Donc c'est aussi une façon ironique de détourner la situation et de trouver un interlocuteur très disponible et qui va répondre à toutes mes questions sur mon état de santé. Donc, vous pouvez suivre ça en bande dessinée aussi, puisque je le raconte. Mais voilà aussi des réactions de colère et aussi d'incompréhension. Trouver chaussures à son pied, mocassins, sandales. Voilà, madame, vous pouvez essayer ChatGPT, c'est l'avenir. Une autre question, peut-être, une dernière ou avant-dernière, allez. Madame, oui, c'est là. Vous m'entendez? Quel micro? C'est ici. Ah, voilà, Ouais. voilà. Voilà. Alors moi, je veux commencer par remercier Christelle, vraiment, parce que je suis là depuis ce matin et je me sens, pas du tout à ma place. C'est la première fois que je participe à ce forum et le fait de ne pas avoir posé dès le début la question du politique et du commun, ça m'a vraiment fait me sentir un peu... ça m'a dissociée complètement, en fait. Parce que pour moi, les questions de santé mentale sont très liées à comment est-ce qu'on vit en commun, comment est-ce que les logiques gouvernementales, etc., l'école et notre manière d'avoir appris à vivre ensemble, c'est lié aussi à beaucoup de troubles. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi beaucoup isolés chacun dans notre petite souffrance. Et c'est ce que j'ai assez ressenti au début. Voilà. Et du fait de poser la question de comment est-ce que la souffrance peut être collective et qu'est-ce qui fait qu'on a des choses en commun les uns avec les autres. Et là, je le ressens sur ce dernier plateau et du coup, ça me fait du bien. Et ma question, c'est comment est-ce que vous expliquez ces presque 20 ans ou 30 années de retard sur ces questions-là qu'on a en France par rapport au Canada mais en fait, très concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et que c'est aussi dramatique, en fait? Je vais essayer de te répondre. Pardon, je te tutoie. Je tutoie les gens facilement.
Alors, j'écris une newsletter à ce sujet, déjà sur Musae. Déjà, c'est culturel. Enfin, c'est culturel par rapport à la façon dont la santé mentale a été préemptée aussi d'un point de vue religieux. Donc en France, on est plutôt, on est laïque bien sûr, mais on est quand même à forte consonance catholique. Donc voilà, en fait, la folie à une époque a été quand même définie uniquement en fait par les personnes donc en charge de la religion. Et donc voilà, la folie c'était forcément effectivement les gens qu'on voulait exclure. Après, il y a un sociologue philosophe, Michel Foucault, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est aussi que la folie, c'est un sujet d'ordre public, c'est-à-dire comment on maintient effectivement l'ordre public. Et madame, vous disiez, qui est-ce qu'on met dans les cases et c'est quoi les bonnes cases et est-ce qu'on arrive effectivement à élargir un petit peu la case. Donc voilà, il y a eu ce poids effectivement culturel. Voilà. Après, il y a des problématiques aussi par rapport à comment est organisée la psychiatrie, la psychologie. On en parlait aussi. Et les formations également. Et puis, et ouais, voilà, les formations psychanalytiques. Ouais. Il n'y a pas... Ah. Pardon. Voilà, vous parlez du Canada ou d'autres pays où on va... Belgique, c'est les pionniers un peu de la systémique aussi. En France aussi, dans les formations plus classiques de psychiatrie, psychologue, Freud aussi, Lacan. Donc c'est un travail en huis clos. C'est deux personnes. Quand j'ai dit huis clos, pour moi, c'est... Voilà. Et quand on touche à ces sujets, on a compris comment le travail avec des pères aidants, c'est-à-dire avec des professionnels qui comprennent certaines choses, avec d'autres qui peuvent être des référents, qui peuvent être des modèles, qui peuvent nous sortir de quelque chose. Et dans la violence intrafamiliale, c'est un peu la même chose. Essayer d'expliquer ce qu'on a vécu et ce que les conséquences de ce qu'on a vécu, les séquelles qu'on garde et pourquoi on est comme ça à cause de ça. Je vais pas dire il faut avoir vécu ça, mais c'est plus facile quand on est un groupe avec voilà, les professionnels et ceux qui l'ont vécu, le père aidant ou autre, ça facilite aussi la compréhension des choses. Les choses changent aussi en France par rapport à ces formations, mais un peu lentement. Donc tous ces mouvements... Beaucoup plus lentement quand même. Enfin, très lentement. Tu as dit quoi? Beaucoup plus lentement. Enfin, franchement, on est quand même... J'ai dit lentement. Oui. Et tu as dit beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est ce que aussi disait Gabriel par rapport à la notion de patient et de sachant. En fait, c'est qu'effectivement, on a une position aussi où voilà, le médecin, le psychiatre est dans une position de sachant et le patient, c'est très descendant. En fait, tu n'as pas trop voix au chapitre. Et puis après, il y a des logiques aussi aux US et au UK. On est vachement plus dans l'empowerment, dans les logiques communautaires. Bon, après, il y a d'autres problématiques d'accessibilité aux soins. C'est aussi pour ça qu'on est là-dedans. C'est que nous, on a quand même la Sécu, effectivement. Donc, voilà. Mais ça ne paye pas les psychothérapies. Mais c'est ouais. ça le problème. Ça va payer le psychiatre qui va faire les ordonnances, et tant mieux. Mais après, les suivis, c'est ça qui est compliqué, nous, au CMP. C'est pour ça que je peux être des deux côtés. Donc, je fais l'avocat du diable des deux côtés. Mais là, je peux dire aussi, au CMP où je suis, c'est une équipe où on essaye que ça se passe différemment aussi. Donc, il y a un peu d'espoir. C'est très long. Et tous les 2 jours, je me dis, mais je quitte l'hôpital, j'en ai marre. Et j'y reste parce que j'ai la chance d'être avec un chef aussi, de psychiatre, qui me laisse faire et qui croit à la créativité et à s'ouvrir à d'autres formes d'accompagnement. Donc pour moi, on est dans un moment très important de processus de changement. Crise, j'ai dit, la crise, c'est pas que négatif, c'est un moment de transformation. Si on saisit la crise, on en sort quelque chose de positif. On est là pour ça, avec... aussi cette autre façon de parler des choses, mettre les choses sur la table, ça rend en évidence qu'il y a des choses qu'il faut essayer de changer. Et d'ailleurs, il y a un très beau docu sur les CMP qui vient de sortir, qui s'appelle « Louis es-tu » et qui donne justement beaucoup d'espoir sur comment ça se passe quand même en France. Allez, une dernière question avant de terminer cette belle journée. Je ne suis pas hyper sûre de ma question, mais je tente quand même. On voit à travers un peu cette table ronde du coup l'engagement citoyen et l'importance que l'engagement citoyen a. Gabriel, tu as créé un podcast, il y a eu la page LinkedIn qui a très bien marché. Camille, c'est à travers le témoignage et surtout le manque d'informations. Ma question du coup c'est plus pour Christelle. Je connais pas ton parcours perso, donc je sais pas si tu es vraiment dans le milieu du journalisme, mais toi, tu as créé un média.
Et tu as dit une phrase très forte qui m'a marquée, c'est que tu as créé le média dont tu avais besoin quand tu avais 18 ans. Camille, tu as dit un peu la même chose, où voilà, tu as partagé ton témoignage dont tu avais besoin aussi. Ma question, c'est selon vous, qu'est-ce qui bloque vraiment dans les médias actuels pour que ce soit aux personnes concernées de prendre la parole à ce point-là et qu'en fait, finalement, l'essor vient des personnes concernées et pas forcément des grands médias ce serait... Ouais. Il y a déjà le truc dont on parlait juste avant, hein, c'est culturel en fait. Dans la société, c'est des sujets qui pour plein de raisons de lignes éditoriales, et d'ancienneté culturelle, etc., on n'en parle pas. Mais il y a aussi, comme moi je disais, c'est un avis, mais je ressens une difficulté et pour les gens d'écouter l'émotion de l'autre et pour les gens de parler de leurs émotions, parce qu'on n'apprend pas fondamentalement chez nous, dans notre culture, je crois, je parle francophone, européenne, mais parlons de la Belgique et de la France, qui sont des endroits que je connais. Quand on est gamin à l'école, etc., on ne nous apprend pas spécialement à écouter, à apprendre. Et je parle même pas d'aller sur l'axe de la psychologie, etc., mais simplement un enfant qui se sent pas bien, un enfant qui est joyeux, etc., on lui explique pas les différents états, etc., qui va traverser. Et donc, du coup, si on n'apprend pas à quelqu'un déjà de se poser des questions sur son état, qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte quand il va rencontrer des turbulences? Quand moi, quand j'avais 17, 18 ans et que j'ai rencontré, que c'est devenu trop pour moi, je me suis tourné vers la cocaïne, qui dit que si jamais on m'avait déjà appris des compétences quand j'étais gamin pour pouvoir gérer ces émotions-là, j'aurais pas eu une boîte à outils finalement à l'entrée dans l'âge adulte. Et je pense que c'est la bonne question à se poser. C'est pourquoi est-ce que on remonte pas à la racine, parce que si on revient à la racine, on créera des générations de personnes qui seront capables d'en parler à l'âge adulte. Nous, on le fait en cours de route, je pense, parce qu'on a compris ça un peu rétrospectivement. Moi, j'ai reconstitué tout ça à partir de l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, donc c'est un chemin qui m'a quand même pris 5 années. En parlant du début de la cocaïne à aujourd'hui, ça fait quand même une dizaine d'années. Donc c'est des processus qui prennent du temps, et je pense que la solution, elle va à la racine, et je pense que l'explication de pourquoi dans les feuilles de l'arbre il n'y a pas de mouvement, c'est parce qu'à la racine il y avait rien, quoi. Les familles, les émotions dans les familles. Oui, c'est ça. Et puis à l'école, les familles aussi, elles pleurent pas, arrête de bouder, au lieu de demander qu'est-ce qui se passe. Puis il y a la différence garçon-fille aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu quelque chose qui m'a rendu triste. Bon, voilà. Arrête de pleurer. Et je pense aussi empathique. Que c'est un problème de représentation. Enfin, c'est qu'en fait, c'est dur de parler de quelque chose quand personne n'en parle. C'est vraiment on a vraiment une honte parce qu'on a l'impression d'être un peu une tare. Et justement, je pense qu'on a une génération qui est hyper intéressante parce que la parole, elle se délie là-dessus grâce à certaines personnes qui ont osé le faire et voilà, et qui ont montré que c'était possible d'en parler. Et je pense qu'en fait, il y a eu peut-être une maladie, un trouble, une autre chose, et puis finalement, ça a ouvert les vannes. Et j'espère que dans 10 ans, tout ça, ça montrera un chemin où en fait, juste, ce sera plus du tout tabou, la santé mentale, quoi. Tout autant qu'on dit on a une tendinite ou on a quoi que ce soit, on pourra dire je fais une dépression, je suis anxieux. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment un énorme tabou, et ça rejoint un peu ta question. Je pense que dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus ouverts sur ça. D'ailleurs, on le voit, il y a plein de stars américaines qui disent en fait de quoi elles souffrent, etc. En France, on ne sait pas du tout. Et ça se trouve, dans les prochaines années, il va y avoir une explosion de révélations, et ce serait top, en fait, juste qu'on normalise tout ça, parce que ça fait partie de la vie. Et... Mais ça va arriver, hein. Enfin, ça va arriver, mais en tout cas, je suis profondément convaincu, parce que c'est le combat c'est ça que je fais aussi à travers ce que je fais, mais ça va arriver. Il n'y a rien qu'à voir ici les déclics que ça a déjà provoqué chez des gens, le rétablissement, etc. Les choses bougent, et voilà, c'est comme il y a des gens qui sont... moi, avant, je travaillais pour des entreprises du secteur de l'écologie. Je pensais que c'était mon combat. À côté de celui que je mène aujourd'hui, le combat de l'écologie, pour moi, est presque insignifiant, même si c'est une problématique importante, pour dire à quel point c'est solide. Et je pense qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux et d'autres personnes qui vont mener des projets créatifs, que ce soit d'un point de vue local ou régional ou même national, international, là, il y a une vague, il y a un mouvement. Et moi, je vois le même mouvement. Et c'est ce que j'avais dit à Christelle la première fois que je l'ai rencontrée. Je dis, moi, je vois la même chose là que ce qu'on a eu
avec l'écologie. Parce que moi, j'étais en plein dedans quand les entreprises, les jeunes startups à impact, etc., se sont lancés, quand la cosmétique, bio, naturelle, etc., quand il y a eu l'effervescence, quand il y a eu le boom de ces trucs-là, en fait, je revois la même chose se reproduire et je vois le début de la vague. Je le sens. J'ai les mêmes indicateurs que ceux que j'avais à l'époque. Donc moi, je suis totalement confiant par rapport à ça. Après, le truc, c'est qu'il va falloir unir nos forces. Mais bon, voilà, moi, c'est un combat que je vais mener jusqu'à je sais pas quand, mais je suis parti pour longtemps. Et je suis assez même très confiant dans notre capacité à faire bouger les choses, faire évoluer, et sur le fait que... Enfin, je suis très pas pessimiste du tout, mais très optimiste sur l'avenir de cette question-là. Et juste pour conclure rapidement, par rapport aussi à la question du tabou sur la santé mentale, c'est aussi que l'intime, c'est quand même compliqué à en parler de l'intime. L'intime, avant qu'il devienne politique, en France, on n'est quand même pas méga à l'aise avec ça. En plus, c'est un sujet intangible, donc du coup, c'est quand même compliqué de se l'appréhender avant que voilà, des personnes comme vous témoignent. Donc du coup, donnent l'exemple et des représentations, c'est ce que tu disais, Camille. Et puis après, d'un point de vue de l'industrie, du monde des médias, le sujet de la santé mentale, c'est pas un sujet sérieux pour le moment. C'est une responsabilité. Et c'est un sujet, typiquement, dans les écoles de journalisme, où on ne veut pas être traité. Et moi, du coup, j'ai pas mal de jeunes qui m'écrivent et qui me disent « Donc, mon sujet en santé mentale a été refusé, du coup, je peux te proposer des piges ?» En fait, voilà, j'allais dire un peu ça à un niveau générationnel. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans, donc télévision, reportage, sujets variés. Et aussi, il faut dire que les réseaux et Internet permettent à cette nouvelle génération de parler de façon positive et chercher des solutions ensemble. Et pendant longtemps, dans les médias, on parlait que de façon un peu voyeuriste et victimise. Donc c'était des gens qui allaient témoigner, mais de façon un peu pathos, c'était toujours des problèmes. Et Internet, et c'est dans ça où je vais très doucement avec mon projet. Ce sont des témoignages des personnes qui ont vécu des violences intrafamiliales et que ça a découlé de façon dans leur santé, mais qui se sont sortis, qu'ils ont transformé, qu'ils ont donné du sens. Donc, c'est de façon positive. Et quand j'ai présenté des projets comme ça pour faire un documentaire, en fait, en gros, ça finit bien, quoi. Donc, c'est là où vous avez aujourd'hui les réseaux et Internet pour raconter des histoires positives. C'est super. Ça donne des références et des modèles à d'autres. Non, je confirme, mais je veux dire, ça marche. On est un peu aussi précurseur dans ce domaine-là, parce que, comme tu dis, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est j'ai eu évidemment contact avec pas mal de presse et de médias, etc. Et je le disais, je sais plus à qui encore, c'était ce midi, une expérience où, ce truc du voyeurisme par rapport à mon histoire, alors que moi, je l'ai écrite sur LinkedIn, il y a des choses très précises, il y a des gens qui sont cités, il y a des actes, etc., dont je parle parce que j'en ai la capacité et le recul, mais il n'y a pas dans moi ma manière de l'exprimer, il n'y a pas de... il n'y a pas de... c'est pas malaisant, quoi. Et j'en fais pas non plus quelque chose de « et regardez-moi, et je veux votre attention », etc. Et ça, je crois qu'avec des gens de ma génération, des médias qui voudraient faire des articles comme ça, je le sens tout de suite, moi, là, le journaliste qui arrive et par rapport aux questions qu'il pose et la relance qu'il va faire. Et bon, pas de chance pour lui, je sais communiquer assez bien sur mon histoire que pour ne pas me laisser faire. Mais il va y avoir une division, quoi. Eux, ils vont plus avoir accès à ces contenus-là à un moment donné. Et bon, voilà, nous, on va essayer de prendre notre place sur ce créneau-là. Et moi, je pense qu'on en reparle dans 10 ans. On sera content d'où on est, je pense. Merci beaucoup et bravo. Vous transformez la société de façon positive. Merci beaucoup. C'était super de vous avoir. Christelle, Sandra, Natacha, Camille, Gabrielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de tout ce que vous nous avez dit. Et c'est la fin de ce forum rétablissement, l'occasion de remercier tous nos invités, toutes nos invités qui sont venus aujourd'hui sur ces 3 tables rondes, qu'ils en soient vraiment bien remerciés, il et elle. Et puis, remerciements à nos partenaires également, dont vous voyez les logos briller fièrement sur les côtés. Tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, en particulier Maya Piquion, Claire Arcé, Pascal
Gibon, Nicolas François, Florence Toraljano, Pascal Cacco et Daniel Simonet. Daniel Simonet qui vous donne rendez-vous pour ses rencontres Mediapsy vidéo en santé mentale le 23 et le 24 novembre, donc ici même à la Cité des Sciences. Et je m'y perds ici donc dans ce même auditorium. Il y a un numéro de Rhizome, formidable magazine sur la créativité que je vous recommande. Camille Lignard en a apporté quelques numéros, je ne sais pas s'il en reste, mais en tout cas vous le trouvez sur Internet. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en streaming ou ceux qui nous regardent en ce moment même, au moment où ils regarderont donc ce programme. Et puis donc intégralité de ce programme sur YouTube, sur la chaîne de la Cité des Sciences ou encore la chaîne du Forum Rétablissement. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi, une fois de plus, de vous présenter ce forum. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.